Écoutez, soyez les bienvenus. Vous êtes ici chez vous. Merci de nous avoir rejoints avec cette température caniculaire, si on peut dire. Merci à vous. C'est notre dernière journée pour cette exposition sur la conversation. C'est un moment important pour nous puisque c'est la fin d'un cycle. Nous sommes déjà en train, avec Rachel et Marie-Solange ici, de préparer la prochaine édition. Aujourd'hui, la question c'est de partager, de converser entre nous sur cette question d'actualité qu'on appelle l'intelligence artificielle. Chacun d'entre nous a plus ou moins d'informations sur ce sujet, a plus ou moins de points de vue sur ce sujet. Notre idée en vous proposant cette table ronde, cette conversation, c'est de partager, plus d'ailleurs des questions que des réponses. Puisque des réponses, on en a finalement très peu, on a des intuitions, on a des idées, mais on ne sait pas trop, tellement la révolution numérique va vite, et tellement notre cerveau a besoin de temps pour penser tout ça. Donc il y a un différentiel entre ces deux vitesses-là, donc quelquefois on se sent enthousiaste, quelquefois un peu perdu. En tout cas, nous avons réuni pour converser avec vous un certain nombre de personnes, certaines sont ici, et d'autres sont loin. On espère que ça va bien fonctionner puisque un des intervenants est à Shanghai. Donc pour lui, à l'heure actuelle, il est quelque chose comme 11h du soir. Il s'agit de Nicolas Brunel, un jeune philosophe. Et c'est aussi un ingénieur qui travaille avec nous sur les dispositifs multimédia ici. On espère qu'il sera avec nous tout à l'heure. On aura également la possibilité de discuter avec Reza, photojournaliste, qui est en ce moment en Azerbaïdjan, à Bakou. Qui est prêt, je crois, d'ailleurs, lui qui attend notre invitation. Et puis, à cette tribune, nous avons 3 personnes, principalement, qui vont vous présenter différents aspects autour de cette notion d'intelligence artificielle. Nous avons Françoise Nyssen, qui est présidente du Festival d'Avignon, qui a été ministre de la Culture, qui est éditrice, qui a beaucoup d'autres qualités, compétences et casquettes. Là, aujourd'hui, il n'y a pas de casquette, mais il y a beaucoup d'autres sujets. Hier soir, elle était à la manifestation littéraire de Nancy avec les auteurs de cette manifestation. Donc, merci Françoise d'être avec nous. Elle nous parlera des questions que lui pose l'intelligence artificielle aujourd'hui dans le monde artistique et des questions qu'elle se pose elle-même à ce sujet. À ses côtés, Muriel Pénicaud, artiste, novelliste, photographe, ministre du Travail, et pendant une durée, combien d'années au fond 3 ans et demi. 3 ans et demi. Et elle vous parlera de ce qui est son grand domaine de compétence, c'est-à-dire l'impact de l'intelligence artificielle dans le monde du travail, de la formation, de l'apprentissage, des emplois qui vont se créer, des emplois qui vont disparaître. J'en dis pas plus. Elle travaille à l'intérieur de plusieurs grands groupes dans le monde, aux États-Unis, ici, et elle a une vision très pointue sur ces questions-là, en termes de prospective. À ses côtés, Yoran, je le prononce jamais bien, Yoran, qui lui travaille au Futuroscope à Poitiers, en fait dans l'environnement technologique du Futuroscope, où il a créé avec sa compagne, qui est ici, Julie, une start-up, on peut dire ça comme ça ? Oui, on peut dire ça. Oui. Une start-up qui travaille, entre autres choses, avec l'intelligence artificielle dans des dispositifs de formation, notamment de formation d'adultes, pour des grands groupes industriels également. Voilà. C'était cool. Bonjour. Alors, oui, effectivement, je vais essayer de vous présenter un petit peu ce que c'est que l'IA. Alors, l'IA d'un point de vue technologique, ni philosophique, ni sociétal, parce que je pense qu'il y a plus compétent que moi pour en parler. Moi, je suis ingénieur de formation, donc pour moi, l'IA, c'est avant tout un outil. Donc, je voudrais un peu vous présenter ce que c'est que cet outil, au-delà de tout fantasme, de la manière la plus décrispée possible, en fait. Et avant de vous parler de l'IA, dont vous avez tous plus ou moins entendu parler, je pense, à savoir ChatGPT, qui est celle qui a fait beaucoup parler, qui a atterri il y a très peu de temps, finalement, mais qui en très peu de temps a conquis beaucoup de gens l'utilisent aujourd'hui. Je voudrais parler un peu de l'histoire de l'IA, parce qu'on a l'impression que ça a démarré il y a très peu de temps, alors que ça a démarré il y a finalement 70 ans. L'IA, il faut voir globalement se placer au niveau de la guerre froide. On est dans les années 50.
Et là, on a une découverte, enfin une découverte, on va dire que c'est pas vraiment une découverte, mais une invention qui est en train de révolutionner un peu le monde scientifique, qui est l'ordinateur. On voit apparaître des ordinateurs immenses, qui ont quasiment la taille de cette pièce, à peu de choses près, mais qui ont la puissance de votre machine à laver, pour vous donner une idée. Mais à l'époque, déjà, ça paraissait tellement énorme que les scientifiques voyaient là-dedans la possibilité de résoudre des problèmes qu'ils n'avaient pas réussi à résoudre jusqu'à maintenant, et surtout de faire des choses qu'ils rêvaient de faire depuis très longtemps. Et une des choses qu'ils rêvaient de faire depuis très longtemps, c'est créer une machine qui pense à l'image de l'humain. Ça, c'est quelque chose de rémanent depuis très longtemps. Les scientifiques, et ça remonte au XVe siècle, voulaient créer des machines qui pensent ou qui agissent de la même manière que les humains. Et là, du coup, dans les années 50, une série de scientifiques américains se sont réunis et ont créé un domaine d'expertise, un domaine de recherche tout nouveau, qui s'appelle intelligence artificielle. Alors, une des raisons pour laquelle je vous dis ça aussi, c'est parce que souvent les gens disent l'IA. Il n'y a pas d'IA, ça n'existe pas. Il y a un domaine de recherche qui s'appelle l'IA, mais il y a donc du coup des découvertes scientifiques qui sont faites dans ce domaine de recherche, mais il n'y a pas d'IA en tant que tel, ça n'existe pas. Donc l'IA, c'est un domaine qu'à l'époque ils avaient défini de la manière suivante. C'est on va dire les technologies et les programmes informatiques qui reproduisent ce que l'humain, jusqu'à maintenant, est le seul à pouvoir faire. C'est ça le domaine de l'IA. Et vous vous rendez compte que du coup, c'est assez vaste. On peut parler de voir, bouger comme un humain, entendre, comprendre. Tout ça fait partie de l'IA. Et effectivement, but ultime, être capable de penser comme un humain. Mais c'est le but ultime. En fait, moi, l'exemple que j'aime bien prendre, c'est celui de la conquête spatiale. Le but ultime de la conquête spatiale, c'est d'aller plus loin que les étoiles. Pour l'instant, on n'est pas allé plus loin que la Lune. Donc l'IA, c'est exactement pareil. Et d'ailleurs, ça démarre à l'époque. La conquête spatiale et l'IA, c'est très très proche. On est d'ailleurs dans un contexte de guerre froide bien intense. Donc il y a une compétition soviétique-américaine dans les deux domaines. Mais toujours est-il que, dans le principe, pour l'instant, on n'est pas allé plus loin que la Lune. Donc il faut oublier les fantasmes cinématographiques. Il n'y a pas d'IA qui pense. Ça n'existe pas. Et même si ChatGPT vous paraît vachement étonnant dans sa capacité à vous répondre, ça reste ni plus ni moins qu'un outil. Il ne pense pas. Bon, ça, je pense que c'est un point important en fait à comprendre. L'IA, déjà, c'est un domaine de la recherche. C'est pas une fin en soi, c'est pas une chose en soi. Et les IA qui pensent, ça n'existe pas pour l'instant. Après, on pourra discuter plus tard de quand est-ce que ça pourra arriver, mais pour l'instant, ça n'existe pas. Ça, c'est une première chose. Donc, justement, alors, si c'est clair, on pourrait passer sur ce qu'est ChatGPT, justement, parce que finalement, c'est un peu ce que tout le monde a vu apparaître comme un peu comme une rencontre du troisième type, quoi. Tout le monde a découvert l'IA avec ChatGPT, maintenant on a vu qu'en fait, c'est beaucoup plus ancien que ça. ChatGPT, ça fait partie toujours dans ce domaine de l'intelligence artificielle, mais un domaine encore plus spécifique, qui est le domaine, en fait, du traitement naturel du langage. Dans l'IA, comme je vous le disais, on cherche à faire ce que les humains savent faire. Et une des choses que les humains font très bien, c'est parler. Alors on est dans ce thème-là. La conversation, c'est exactement ça. Donc ChatGPT, quelque part, c'est le dernier outil dans une longue ligne d'outils qui cherche à comprendre comme les humains. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, vous travaillez avec un ordinateur, avec une souris, un clavier, on aimerait bien pouvoir lui parler. On aimerait bien pouvoir lui donner des ordres directement avec la voix. On aimerait bien qu'il traduise automatiquement de l'allemand à l'anglais, de l'anglais au français. On aimerait bien qu'il nous parle aussi en français. C'est-à-dire qu'il soit capable, en fait, de nous exprimer ce qu'il a compris. Toutes ces choses-là font partie de ce qu'on appelle le langage naturel. Et il y a eu plein de choses qui ont été faites jusqu'à maintenant. Et notamment des outils qui permettent de parler avec un ordinateur, ça existait déjà depuis longtemps. La seule chose, c'est qu'ils étaient un petit peu limités, on va dire, en termes de contexte. C'est-à-dire, grosso modo, au bout de 3 allers-retours dans la conversation, il avait oublié de quoi on parlait au début. Bon, c'est un peu comme les gens, en fait. C'est pas très différent. Et tout ça a changé en 2017, où c'est des ingénieurs de chez Google qui ont sorti un papier qui a changé un peu la donne, et qui ont, le papier, si je traduis le titre en français, c'est « L'attention est tout ce dont vous avez besoin ». Ce qui veut dire littéralement qu'ils ont trouvé une manière mathématique de modéliser la concentration. Donc d'un coup, on avait la possibilité de converser avec des modèles, parce qu'on appelle ça des modèles, d'IA. On n'appelle pas ça une IA, donc comme je disais tout à l'heure, on appelle ça des modèles. On va converser avec un modèle, mais cette fois il se souvient du début de la conversation, c'est quand même pas mal. Et ne serait-ce juste 1 an plus tard, on a une société qui s'appelle OpenAI, qui a créé le premier modèle GPT-1, donc c'était en 2018. Donc vous voyez, c'était il n'y a pas longtemps.
Et ils ont amélioré leur modèle. Déjà à l'époque, ça avait fait un boom phénoménal dans la communauté scientifique, parce que vous n'avez pas accès à cet outil, mais la communauté scientifique y avait accès. Et donc a vu pour la première fois, il posait des questions, ça répondait. Qu'il était capable de réciter du Shakespeare, il était capable de refaire une poésie comme Verlaine, il était capable de faire énormément de choses. Hein. Déjà la version 1, et c'était tout le début. Et donc ils n'ont pas arrêté d'améliorer ce modèle jusqu'à arriver à la version 3 qui est arrivée en 2022. Et en 2022, le modèle était tellement performant qu'ils ont décidé, d'ailleurs contre vents et marées, parce que beaucoup étaient contre, beaucoup ont dit attention ça va être dangereux, ça va être une calamité, ça va être l'horreur. Et ils ont quand même décidé de le sortir et d'en faire un modèle public qui s'appelle ChatGPT que vous connaissez maintenant. J'imagine que vous avez au moins entendu parler parce que, je veux dire, c'est difficile de passer à côté. Et ChatGPT, pour vous donner une idée de la pénétration dans la population, en l'espace d'une semaine, c'est 1 million d'utilisateurs. Pour ceux qui connaissent Facebook, ils ont réussi à faire la même chose, mais en 10 mois. Et ça n'a cessé d'arrêter. Aujourd'hui, 80% des gens disent avoir utilisé ChatGPT. En entreprise, c'est 84% des gens qui l'utilisent. D'ailleurs, qui l'utilisent et en même temps qui refusent de dire qu'ils l'utilisent parce que ça c'est mal vu. Donc c'est aussi un sujet. Donc c'est quelque chose qui est arrivé très très vite dans les usages et qui fonctionne très très bien. Et les gens, du coup, commencent à avoir peur parce qu'ils se disent mais c'est quoi ce truc? Ça y est, on a fait une intelligence artificielle qui pense comme les humains, quoi. Ça y est, c'est fini. On est arrivé au stade où après elle va nous manger. Et elle va considérer que l'humain, c'est l'erreur dans le système, elle va nous éliminer. Alors, non. Spoiler alert, non pas du tout. C'est bête comme c'est pire, en réalité. Ça peut paraître fou, mais c'est très idiot, en fait, ChatGPT. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne en arrière, en fait. Comment le système fonctionne. Et en fait, c'est super simple. Vous avez tous utilisé sur votre téléphone portable, hein, sur votre smartphone, vous avez tapé des textes, vous avez vu que vous trouvez les mots qui suivent. Voilà. ChatGPT, c'est strictement la même chose. Vous demandez à ChatGPT quelle couleur est le ciel, de quelle couleur est le ciel, lui de toute façon, il va sortir bleu et orange. Il va dire bleu, il y a 80% de chances que ce soit bleu, orange, il y a 20% de chance. Il va vous sortir le mot qui a le plus de chances d'être le bleu. Et ainsi de suite. Et ensuite, une fois qu'il a le ciel, de quelle couleur est le ciel, point d'interrogation, bleu, si vous aviez demandé par exemple le soir de quelle couleur est le ciel, il va vous dire bleu pareil, et ensuite il va rajouter et sombre. Parce qu'effectivement, sombre, c'est celui qui a 90% de chance d'arriver après le mot et qui a 90% de chance de ressortir après le mot bleu. Non, orange. Bleu. Voilà. Donc, ce n'est que ça. C'est un outil qui va statistiquement sortir. Alors, vous avez l'impression que c'est des conversations vachement intelligentes, mais en vrai, pour lui, c'est juste des maths. C'est juste le mot qui sort juste derrière, jusqu'à faire une conversation complète. Voilà. Et ce n'est que ça. Alors, c'est pour ça que moi, ce que j'aime bien dire pour ChatGPT, c'est que ce n'est pas une intelligence artificielle, c'est du raisonnement artificiel. En fait, on lui file une idée au départ, sans nous, il n'a pas l'idée. Hein. Il ne va pas compléter à partir de rien. Donc, on lui donne une idée, par exemple, que tu me fasses un poème en temps de vers qui fasse ceci, qui fasse cela, et lui, il va trouver les mots qui vont suivre, les uns après les autres, jusqu'à construire la poésie complètement. Voilà ce qu'il fait. En fait, il automatise le raisonnement, il automatise la construction. Et il ne fait rien de plus. Maintenant, rapidement, comment il arrive à faire un truc comme ça? Parce qu'on peut se dire, bon, c'est quand même assez phénoménal qu'il arrive à faire comme ça. C'est très simple en réalité. Enfin, très simple. Oui, sur le principe, c'est super simple. Sur le principe, en fait, pour savoir que de quelle couleur est le ciel, réponse bleue, on l'a entraîné, tout bêtement. Il faut imaginer ChatGPT comme étant une sorte de boîte noire avec plein de boutons, plein de paramètres. D'accord? On lui met le ciel, de quelle couleur est le ciel, et il va répondre vert. On va lui dire faux, c'est bleu. Et on va modifier chacun des paramètres, et on va recommencer. Et là, il va dire orange. Il dit non, c'est faux, c'est bleu. Et on va modifier les paramètres et refaire tourner un coup. Et à un moment, il va dire bleu. Et là, on va passer à la phrase suivante. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, comme dit comme ça, ça paraît finalement très simple. C'est très simple. Maintenant, il faut comprendre l'échelle de tout ça. Là, il va être entraîné, un ChatGPT va être entraîné sur environ l'équivalent de 13 milliards de fois guerre épais, en termes de volume de données. Voilà, donc ça fait beaucoup de phrases. Ça fait beaucoup de quelle couleur est le ciel. Le nombre de paramètres, les petits boutons qu'on ajuste, ils sont sur un GPT-3, celui qui est sorti en 2022, il y en a 175 milliards de boutons. Voilà, donc on est sur des échelles mais colossales. Si je devais prendre cet ordinateur pour éduquer ChatGPT 3, il me faudrait 357 ans. Voilà.
Donc là aussi, d'ailleurs, ça pose aussi des questions d'un point de vue géopolitique. Hein. Parce que pour arriver à éduquer une IA aujourd'hui, il n'y a pas grand monde sur Terre qui est capable de le faire. Il faut être une grosse puissance de calcul et avoir énormément d'ordinateurs pour être capable d'éduquer l'IA. Donc du coup, le pouvoir sera dans les mains de ceux qui ont cette capacité d'éducation. Donc ça aussi, c'est un point qui est important. Et donc voilà, au final, GPT, voilà, c'est un principe qui est très simple, mais avec derrière un entraînement qui est colossal. Et donc grâce à ça, effectivement, c'est extraordinaire. On peut arriver à lui poser des questions, on a des réponses. D'ailleurs, je crois que c'est un sondage de l'IFOP qui dit que 30% des Français l'utilisent comme moteur de recherche, 30 autres % l'utilisent comme base de données. En gros, quand est-ce qu'il y a eu lieu la dernière guerre mondiale, voilà, c'est deux très mauvais cas d'usage. Et ça, c'est important de le comprendre. ChatGPT, c'est pas un oracle, hein, il n'est pas là pour vous répondre. Ses connaissances, déjà, ses connaissances n'ont servi qu'à éduquer son modèle de langage. Il faut comprendre ça. En fait, ces connaissances n'ont juste servi qu'à lui apprendre à faire des phrases et à faire des raisonnements. Donc, si vous l'utilisez pour lui poser des questions, pour lui demander des choses que vous trouveriez sur Wikipédia, il n'a pas une très grande valeur ajoutée, et en plus, il risque de répondre des bêtises. 4 fois sur 10, il répond des bêtises. Il faut le savoir. En plus, les données de ChatGPT s'arrêtent en 2021. Donc, basiquement, qu'est-ce qui s'est passé après 2021, il ne connaît pas. Et en plus, les IA génératives ont un énorme défaut, c'est que quand enfin, remarquez, là aussi, c'est comme les humains, c'est quand ils ne savent pas, ils continuent à dire. C'est exactement ça. Donc, du coup, si vous l'amenez sur une voie où il ne sait pas quoi répondre, ben, il va continuer à répondre. Il va continuer à dire des choses, il va continuer à... Il va inventer, il va broder. D'ailleurs, il y a des gens qui font de l'art avec ça, parce qu'ils le font délirer sur des sujets, ils obtiennent des mondes complètement fantasmagoriques à partir d'une IA, en le faisant complètement délirer. Donc voilà, tout ça pour dire qu'une IA, la meilleure manière de l'utiliser, c'est pour automatiser du raisonnement. C'est-à-dire qu'en fait, vous lui donnez une idée, il concrétise l'idée. Vous voulez rédiger une lettre administrative, ça marche super bien, ça j'ai fait 1000 fois. Parce que c'est le truc qu'on ne sait jamais faire, vous avez une lettre de résiliation à faire, vous lui demandez de faire la lettre de résiliation, vous dites à qui vous l'envoyez, il vous fait la lettre, ça marche tout seul. Mais il y a pas mal d'autres choses comme ça. Donc il est très bon pour générer des contenus à partir d'une idée, et l'idée c'est de votre côté, parce que ça c'est un point qui est important, c'est une IA qui a zéro idée. Elle n'a aucune créativité, elle n'a aucune inventivité. Elle est capable de refaire un texte d'un auteur connu, parce qu'elle a appris l'auteur connu. Mais elle n'est pas capable d'inventer un nouveau style qui n'existait pas avant. Elle n'est pas capable d'avoir une idée. Donc ça, l'idée, en fait, finalement, on peut se dire, j'ai une sorte de conclusion, que les IA génératives, parce que là on parle du texte, mais bon, on pourrait parler d'autres IA génératives pour les images, c'est le même principe, mais quelque part, elle remet l'idée au centre du processus de création. C'est-à-dire qu'au fond, elle est là pour concrétiser une idée à quelqu'un qui ne saurait pas forcément écrire très bien, mais en revanche qui a une idée d'histoire extraordinaire, ben, il pourrait le faire. J'avais une Québécoise qui disait un truc très juste par rapport aux IA qui génèrent des images. Elle disait ben, ça remet les gens qui ont de la créativité au même niveau de ceux qui ont un talent graphique. Je veux dire, basiquement, elle dit moi je ne sais pas dessiner, mais j'ai des idées. Grâce à une IA générative, je peux dessiner, et je suis au même niveau que la personne qui a passé du temps à apprendre à dessiner. Bon, après, c'est un autre débat de savoir si ceux qui ont passé du temps à apprendre à dessiner sont les seuls qui ont le droit de créer. C'est un autre sujet. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Bravo. Peut-être on rassemblera peut-être tout à l'heure des questions. C'est Nicolas qui a des questions. Non. J'ai peur que les questions de Nicolas, ça va être dur. Est-ce que Nicolas nous voit? Est-ce qu'il nous entend? Il nous entend, mais il est parti, il est revenu, je pense. Il est là. Il était là. Voilà, il est là. Tu as le son, Nicolas, il y a le son. Oui, ça marche, merci beaucoup. Super. C'est pas un avatar, c'est vraiment Nicolas. Oui, c'est ça. On précise maintenant parce que je veux le sujet. On fait un essai de son, Nicolas. Vas-y, dis quelque chose. D'accord, oui. Ça vous va, vous entendez? Je suis ravi de vous entendre et de voir un peu de la France. On a le meilleur, moi. Alors, Nicolas, pour le Je vois moi. Oui, Non, tu vois moi. Tu vois pas tout moi. Oui. Ce garçon a 25 ans. Attends, une seconde, Nicolas. Il est en ce moment. Prends le micro, Pierre. Prends le micro.
Nicolas a 25 ans, on va dire ça comme ça? Oui? Bon. Et il est à la fois ingénieur, philosophe, c'est lui qui conçoit les dispositifs ici, et il entreprend une thèse monumentale sur l'intelligence artificielle, et on lui a demandé de rester avec nous, c'est-à-dire de ne pas partir dans des concepts philosophiques qui nous rendraient malheureux, et on va lui laisser la parole. Voilà. Vas-y, à toi. Je ne m'attendais pas à intervenir maintenant. Je pensais simplement attendre patiemment mon tour, surtout que le peu que j'ai entendu avait déjà immédiatement très intéressant et même ouvre des champs tellement à la fois concrets et compliqués que je ne sais pas, ça a l'air intéressant de savoir comment on peut aller par là et réussir à s'en sortir. Puisque je sais que, basiquement, toute ma présentation, assez rapidement et assez courte, j'espère, et assez claire surtout, j'espère, elle reste assez en surface parce que c'est un sujet tellement dense que j'avais envie de m'en tenir simplement à 3 images. J'avais envie de parler d'images de l'IA et de 3 images de l'IA différentes qui représentent à chaque fois, sans rentrer dans des conceptions trop techniques ou trop philosophiques, trop scientifiques, parle d'aspects soit en creux, soit en positif de l'intelligence artificielle et surtout de la façon dont les images en général et l'intelligence artificielle et les images d'intelligence artificielle en particulier ont une puissance vraiment à partir de la façon et de la force qu'on a de croire en elle. Et c'est une phase très vague, un peu bizarre peut-être, de croire en images pour qu'elles aient de la force, et qui est en même temps très entendue, mais qui prend un sens que je trouve assez particulièrement intéressant quand on l'applique à des dispositifs un peu presque messianiques d'un côté, qui annoncent des grandes choses, et en même temps qui ont une histoire et qui ont connu des diverses... l'intelligence artificielle, finalement, on l'attend, mais on la voit dans les films depuis très longtemps, et on se fait une idée de ce que c'est, et on en parle depuis longtemps. Et je trouve ça très intéressant, cette espèce d'imaginaire qu'il y a autour de l'intelligence artificielle, et qui est déjà très actif, et la façon dont il y a des petites histoires qui... je commence un projet de thèse qui vraiment est assez balbutiement, et je pense que je suis dans le creux de cette vague quand on approche un sujet où on pense savoir et puis on comprend que tout est encore à faire. Et ce qui est assez intéressant, c'est que même là-dedans, il y a des petites histoires qui se racontent et qui se racontent même depuis longtemps. Par exemple, ça paraît assez drôle et c'est à la fois... ça exprime par exemple l'excitation qu'il y a autour de tout ça et les difficultés que ça a été très rapidement. Mais il y a tout un champ qui aujourd'hui est partout et surtout, je ne rentrerai pas là-dedans, mais bonsoir, je suis effectivement à Hangzhou, qui est pas loin de Shanghai, et ici c'est incroyable comme beaucoup de dispositifs qu'on connaît de vision par ordinateur et d'intelligence artificielle en général sont absolument partout. C'est peut-être bizarre de communiquer comme ça, mais j'ai ri ce soir parce qu'il y a un ami qui nous emmenait quelque part et sur son téléphone il y avait le nombre de secondes avant que le feu passe au vert. Et c'est pas grand chose finalement, c'est juste une information qui est communiquée partout. Mais et puis on est descendu de là et je pouvais payer en scannant mon visage et sans sortir mon téléphone ou ma carte bleue que de toute façon ne fonctionne pas ici. Donc c'est omniprésent déjà. Et voilà ce champ gigantesque, omniprésent, très compliqué, qui nécessite des machines qui sont cachées un peu partout et beaucoup de travail et tous les champs de recherche. C'est né à la base en 62 parce qu'il y a juste un chercheur qui a dit à ses étudiants de passer l'été à brancher un ordinateur à une caméra et de lui faire dire ce qu'il voit. Parce que finalement, à la base,
il ne faut pas être méchant et juste dire que c'était juste ça, mais il y a une vision assez naïve de ce que c'est de voir les choses et tout ça. Mais voilà, moi c'est assez drôle que voilà, immédiatement, c'est resté une blague, on l'appelle le projet de l'été. Et ça s'est ouvert sur ce projet de l'été, sur des décennies de travail et tout ça. Et donc il y a des petites histoires comme ça qui, je trouve, permettent de montrer à la fois la différence entre l'image qu'on se fait de la simplicité que c'est, même pour moi qui vraiment suis en surface, et même si je m'intéresse à ces dispositifs techniquement, il ne faut pas réinventer la roue. Donc effectivement, il y a quand même un stade où je suis né un peu avant 2000 et où je branche une caméra à un ordinateur, et assez rapidement, sans que je fasse grand-chose, l'ordinateur peut me dire si je suis en face, je peux déverrouiller mon téléphone avec mon visage. Il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent sans qu'on ne fasse grand-chose. Et il y a un décalage dans ces histoires, qui je trouve, ces images qui montrent l'efficacité de ces images-là, dans à la fois la vision qu'il y a derrière ces choses-là, l'efficacité qu'elles ont concrètement, et dans leur échec ou détournement, ou le décalage qu'elles peuvent montrer. Je trouve que ça ouvre à la fois sur concrètement ce que c'est que tous ces dispositifs-là. Ça sert à rien, c'est pas le cas là d'expliquer ce que ça veut dire, mais en tout cas, au niveau de les implications que ça montre la naïveté ou l'ouverture ou la complexité qu'il y a entre ces images et leur implication, leur incarnation concrète à un moment. Et c'est ça que je trouve c'est drôle. Et une autre image qui est utilisée, beaucoup des choses dont j'aimerais parler là, et j'ai fait l'erreur de ne pas le communiquer, mais beaucoup des choses que, si jamais vous vous intéressez à ce sujet, que vous voulez avoir un avis, qui est quelqu'un qui est très bien, qui est très didactique, qui s'appelle Kate Crawford, qui a écrit un livre qui s'appelle Contre-Atlas de l'intelligence artificielle, sorti en 2021 et qui est traduit en français. Et beaucoup de ces images viennent de celle-là, de ce livre-là. Et notamment, j'aimerais juste parler assez rapidement des premières images d'intelligence, et pour faire le jeu entre image intelligence artificielle et intelligence non artificielle. Un des premières images d'automates, de intelligence un peu bizarre d'ailleurs, c'est un cheval qui s'appelait Hans, autour de 1902, et qui s'appelait le Clever Hans, et qui était un cheval qui avait apparemment appris à compter. Et ce qui est assez intéressant, c'est que vraiment son propriétaire était sincèrement ne se sentait pas mentir. Vraiment, pour lui, son cheval avait appris à compter. Effectivement, quand on demandait à ce cheval qu'est-ce que font 2 plus 2, il tapait, je crois qu'il tapait du pied, du sabot, 4 fois. Et ça a pris vraiment quelques mois avant qu'on se rende compte. Ça a été un phénomène de société, on l'a vu partout. Oh mon Dieu, un cheval aussi intelligent qu'un enfant, capable de compter jusqu'à 4, capable de faire des additions simples. Et on s'est mis du temps, mais on s'est rendu compte doucement que même si son propriétaire, Wilson, était aussi sincère qu'il le voulait, ça a beaucoup été un sujet d'étude sur la communication corporelle et des choses comme ça, parce que d'une façon ou d'une autre, que ce soit le public ou son propriétaire, ils indiquaient au cheval qu'il avait appris à simplement s'arrêter quand les gens commençaient à avoir de l'excitation et qui souriaient soudainement, ou au contraire qu'une tension montait. Et c'est assez intéressant parce que je trouve que dans cette histoire, il y a cette façon d'un décalage dans ce qu'on attend, dans la façon dont on se comporte quelque chose pour qu'on le considère intelligent. Et là, d'une certaine façon, concrètement, le cheval, entre guillemets, répondait à ce calcul-là, mais c'était parce qu'on lui appliquait, on lui donnait ce pouvoir-là, on croyait à ce pouvoir-là, et littéralement, c'est parce qu'on avait ce jeu sur le fait de croire ou pas, et cette tension qui littéralement s'exprimait et que le cheval comprenait, qui faisait son effectivité, alors qu'il arrivait à compter, alors que, justement, voilà, il faisait que suivre des indices qu'on lui donnait. Et voilà, et là, c'est la première image dont je veux parler. La seconde image dont je veux parler, et sur laquelle je vais être un peu plus rapide, parce que je me rends compte qu'à chaque fois qu'on planifie de parler des choses, on a l'impression que ça va être très vite, et pourtant tout se rallonge, et chaque phrase que je rajoute du temps après.
Mais la deuxième image est beaucoup plus courte et un peu méchante. C'est qu'un des premiers automates, et là il est question d'image, d'intelligence automate, un des premiers automates qui a été mis en place, ça s'appelle le Turc mécanique, et c'est une histoire qui est bien plus connue, je crois. Oui. Et c'est pour moi, malheureusement, j'ai pas eu le temps de finir de reprendre mes notes, mais je crois que c'est du 15-16e. Et c'était un autre phénomène de société qui passait de cours en cours d'un fameux automate qui pouvait battre le maître d'échecs. Et c'est marrant parce que d'ailleurs, juste en passant, on voit comme c'est... il y a déjà des images et d'autres fantasmes qu'on voit là-bas de l'intelligence artificielle, par exemple, elle peut jouer et jouer mieux. Et un des premiers grandes réussites de l'IA dernièrement qu'on a en tête, connaisseur ou pas ou non, c'est que quand même, on sait qu'il y a quelques temps, il y a eu cette idée d'un robot qui bat les grands maîtres d'échecs, puis les grands maîtres de Go, et des choses comme ça. Donc c'est des images qui sont restées depuis très longtemps. Et en fait, ce fameux automate qu'on appelle le Turc mécanique, qui jouait automatiquement, était en fait juste une espèce de pantin, finalement, où à l'intérieur duquel était caché un maître d'échecs et qui jouait les parties. Et c'est intéressant parce que non seulement il y a effectivement cette idée-là de jeu et de dispositif qui cache une action qui est à la fois quelque chose qui se retrouve aujourd'hui dans le fait qu'il y a quand même une relation ambiguë entre la façon dont l'intelligence artificielle est artificielle parce qu'elle est créée par des personnes et ça a tout un ensemble de conséquences. Il y a des biais qui se reproduisent parce que c'est toujours des gens qui le font et parce que ça peut pas être pas fait par des gens. Donc parce que il y a d'autres notions, mais une intelligence qui n'est pas liée à une intelligence faite par des gens, c'est pas quelque chose qui a de sens pour nous, même quelque part. Et donc non seulement c'est une espèce de non-neutralité dans le fait que c'est toujours subjectif, parce que c'est toujours quelqu'un qui l'a fait à un moment, ou un ensemble de personnes qui l'a fait à un moment. Et l'autre chose, c'est sur la dissimulation, qui a un peu, justement, soit de programmeurs, programmeuses, soit même de personnes qui travaillent. Il y a beaucoup de travaux, par exemple, il y a un livre très bien qui s'appelle « En attendant les robots », et j'ai vu l'auteur, Piketty, je crois, et qui parle de toute la façon dont beaucoup du travail de l'intelligence artificielle repose sur beaucoup de gens qui, par exemple, classifient des photos de chats toute la journée, ceci est un chat, ceci n'est pas un chat, ceci, et ils bougent des bouts. Et ça va jusqu'à... Et cette plateforme, il y a une plateforme où on peut recruter des gens comme ça qui, justement, s'appelle le Turc mécanique, donc un école par Amazon. Donc c'est une image qui se perpétue. Je vois Pierre doucement s'armer de son micro, mais peut-être que le mort est... Tu avais promis que le deuxième exemple serait plus court que le premier. Mais voilà. C'est pas une intelligence artificielle. Peut-être. Simplement peut-être pour finir très rapidement, alors promis, la troisième image qui vraiment est plus courte parce qu'on va dire que ce sera juste une anecdote, mais je trouve qu'il y a un livre de Catherine Malabou qui s'appelle Métamorphose de l'intelligence artificielle et Métamorphose de l'intelligence du QI à l'intelligence artificielle. Et c'est simplement quelque chose qui me touche assez parce que c'est quelque chose qui touche un peu à la psychologie de l'enfance et tout ça. Et je veux juste mentionner, pour justement mettre en relation intelligence artificielle et non artificielle, le fait que cette notion d'intelligence, elle naît scientifiquement, elle naît au début du siècle dernier, des travaux de Binet et Gaston. Et Gaston, non seulement est le père de l'eugénisme en même temps, mais elle naît dans l'idée de directement mesurer la capacité, notamment et particulièrement la capacité des enfants à l'école, à répondre à certains tests très spécifiques. C'est une idée assez redondante, au point où même plus tard, Binet, on lui demande ce que c'est que l'intelligence, il dit c'est ce que mesure mon test. Et même il y a une redondance presque à suivre. Donc voilà, la notion d'intelligence, c'est une notion qui... On est loin de la prendre pour acquise, mais même au-delà de ça, c'est une notion très compliquée et ambiguë dès sa formation, et qui, je pense, est assez intéressante à mettre en parallèle avec ce qu'on attend et ce qu'on impose à l'intelligence artificielle comme
enjeux, conséquences, tout ça. Merci beaucoup pour votre attention et pour votre patience. Merci. Est-ce que tu restes avec nous? Avec plaisir, si ce n'est que je vais peut-être couper la caméra parce que je dois vraiment faire ma valise. D'accord. Je peux tout à fait vous entendre avec grand plaisir. Alors maintenant, c'est Muriel Pénicaud qui prend la suite. Merci Muriel. Merci, bonjour à tous. Je vais apporter un autre angle de vue en essayant de vous montrer des exemples concrets du type de métiers et d'emplois qui vont être profondément chamboulés par l'intelligence artificielle. Ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, les modèles. Peut-être d'abord deux remarques. La première, c'est que on ne sait pas encore ce qu'on ne sait pas. Ça va à une vitesse folle, ça devient exponentiel, et donc ce qu'on dit aujourd'hui, c'est des points de repère, c'est des îles dans un océan d'incertitude. Mais au moins, ce qu'on sait, on peut le dire. Mais tout le reste, on ne sait pas encore beaucoup de choses. Il faut voir que l'intelligence artificielle, elle va pouvoir changer beaucoup d'emplois. Pourquoi? Parce que elle s'appuie sur des puissances de calcul avec des milliards et des milliards et des milliards de données, les fameuses data. Et que aujourd'hui, on dit que lors du dernier siècle, les connaissances sur le monde, les connaissances en général, doublaient tous les 100 ans à peu près. Là, c'est en 12 heures maintenant. Donc c'est juste pour vous dire, le temps qu'on parle, il y a déjà des milliards de connaissances nouvelles qui ont été intégrées, qui ont entraîné des modèles d'intelligence artificielle. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'intelligence artificielle va être, ça pour le coup avec certitude, dans le champ du travail et de l'emploi, une des grandes vagues qui arrivent. Alors en fait, il y a une autre grande vague, et on ne va pas en parler aujourd'hui, mais c'est la transition écologique qui transforme déjà beaucoup d'emplois dans l'agriculture, l'agroalimentaire, l'industrie, l'énergie, la gestion des déchets, les transports, je peux continuer la liste. Donc ces deux vagues-là, plus la vague démographique, parce que en gros le Nord vieillit et le Sud est très jeune, vont amener ce que je appelle souvent dans mes conférences un tsunami des emplois et des compétences, et ça va très vite. Les compétences que dans notre moyenne d'âge moyenne ici nous avons appris quand on allait à l'école, on disait que ce qu'on apprenait techniquement, ça valait 30 ans. C'était à peu près valable 30 ans. Aujourd'hui, on considère en moyenne qu'une compétence apprise est valable 2 ans. 8 mois dans la tech. Voilà. C'est largement ça, parce que ces 8 mois, c'est calculé avant ce qui est en train de se passer sur l'intelligence artificielle. Donc, tout ça pour dire que apprendre à apprendre tout le temps, ça va être essentiel. Donc, j'en parlerai à la fin pour savoir si l'intelligence artificielle, c'est un frein, une menace, ou aussi une opportunité sur ce sujet. Tout confondu, la transition écologique, l'intelligence artificielle et les grandes mutations démographiques, les experts sont d'accord sur l'ordre de grandeur qu'environ 1 milliard de jobs devraient changer assez profondément dans les 10 ans qui viennent, c'est-à-dire demain matin. Alors, ça veut dire des emplois détruits, des emplois créés et des emplois transformés. Le transformé, c'est toujours la partie la plus grande. Il y a quand même beaucoup d'emplois créés et beaucoup d'emplois détruits, comme à chaque grande révolution technologique, que ce soit la machine à vapeur, l'électricité, Internet. On est face à ça. Alors, pour donner des exemples concrets, et pour montrer aussi qu'il y a aussi bien des risques que des opportunités, je vais prendre quelques domaines. En médecine, 2 exemples. Dans la recherche en médecine, c'est clair que, comme dans tous les domaines de recherche, on travaille sur des hypothèses, on travaille sur des scénarios. L'intelligence artificielle commence à être utilisée très fortement dans la recherche, parce que ça permet de multiplier le nombre d'hypothèses et de les valider par rapport à des tas de modèles calculés dans le monde. Donc ça va aller beaucoup plus vite, ça va accélérer toutes les grandes recherches, que ce soit en matière de cancer, d'AVC, etc. Autre exemple, les radiologues. J'ai discuté avec des experts radiologues l'autre jour. La radiologie, c'est un métier de diagnostic. Là, pour le coup, une machine, enfin, on va appeler ça une machine, un machin, là, un modèle, qui a dans sa banque de données, si j'ose dire, toutes les radiologies de la Terre faites sur un domaine précis, va pouvoir, mieux qu'un radiologue qui a 5 ans ou 20 ans d'expérience,
repérer certaines choses qui sont des occurrences rares. Les choses qu'on voit souvent, ça ne changera pas. Et tout ce qui est rare pourrait être détecté beaucoup plus vite. Et eux, ils disent, on va avoir probablement besoin de moins de radiologues, ou alors notre métier changera parce qu'on sera plus en conseil. Par contre, nos diagnostics seront beaucoup plus fiables et beaucoup plus précis. Donc, juste pour donner des exemples, c'est positif, c'est négatif, il y a les deux, mais il y a quand même des opportunités. Un des grands domaines qui va être touché assez vite, ça commence déjà, les entreprises s'y préparent, c'est ce qu'on appelle les fonctions support. Les ressources humaines, les finances, le juridique. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de tâches qu'on appelle transactionnelles, mais qui sont un peu répétitives, ou qui sont des sujets qu'on peut modéliser, et où ces parties-là, par exemple, aujourd'hui, les systèmes de paye ils sont automatisés, mais avant la paye, il y a tout un travail qui pourrait être fait de façon beaucoup plus rapide. En finance, les comptables, une grande partie de leur travail peut être automatisée. Les avocats, les notaires, toute la partie analyse juridique, elle peut être automatisée par l'intelligence artificielle, et eux-mêmes, les experts disent, ça sera, une fois bien entraîné, ça sera même plus complet et plus fiable. On n'est pas dans le domaine de, après, comment j'interprète, comment je vais aller défendre mon client, ou comment je vais faire une transaction immobilière, et certainement pas comment on va faire des politiques RH négociées avec les syndicats, chérie, et qui auront du sens. Mais il y a toute une partie de travail dit administratif, parfois de haut niveau, au niveau d'avocats, notaires, qui pourra être automatisé assez vite. Dans le domaine technologique, je parle sous le contrôle du gérant, les codeurs, les développeurs, c'est du langage, le codage. On peut, demain, beaucoup plus facilement, donner l'ordre que le langage se génère lui-même. C'est pas une création de langage, mais on peut donner... Donc celui qui aura du travail, c'est celui qui donne le cahier des charges, qui donne l'ordre au modèle de créer un logiciel sur ceci ou sur cela. Vous voyez le bouleversement. Le domaine de la publicité, le marketing, le commerce en ligne, ça on le voit déjà, il y a partout dans le commerce en ligne. Comment ils trouvent vos centres d'intérêt là, quand vous recevez sur votre portable les centres d'intérêt, évidemment c'est de l'intelligence artificielle, c'est des modèles qui sont déjà intégrés, mais ça va se développer encore. Dans l'industrie, alors le paradoxe c'est que la mondialisation ça a beaucoup touché surtout les populations ouvrières, les cols bleus comme on disait. Là c'est plus les cols blancs qui vont être touchés, plus les professions. Parce que sur un chantier du bâtiment, pour l'aide-soignante dans l'hôpital ou le serveur dans le restaurant, il y aura, si dans la manière d'organiser le travail, il y aura des changements. Enfin, concrètement, on va quand même, ça va changer, mais ça va pas être bouleversé. Alors que sur des métiers, on va dire de bureau, employés, cadres supérieurs, il peut y avoir beaucoup plus de changements. En logistique, là où il y a des gros impacts qui se préparent, c'est tout ce qui est sur la logistique, la supply chain dans le jargon, la programmation. Parce que pour programmer une production en usine ou des circuits logistiques, Amazon l'utilise déjà, mais même une petite entreprise pourra l'utiliser. La planification, ça c'est des points très importants. Ça aidera peut-être à faire moins de gâchis sur le plan écologique, parce qu'on pourra mieux planifier les ressources en temps réel, mais ça reste à faire. Aujourd'hui, on estime que dans les années qui viennent, donc avant que c'est complètement pris son envol, parce que ça va être un peu exponentiel, dans la plupart des emplois dits col blanc, à emploi égal, on devrait gagner 6 heures par semaine. Ça, c'est les versions basses, la fourchette basse, de travail en moins. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? On travaille 4 jours pour la même rémunération, on augmente la productivité comme des malades. Ben voilà, tout ça, il va y avoir des sujets de partage de cette valeur-là aussi. Mais vous voyez bien, tous les exemples que je donne, ça veut dire que c'est des domaines où il y a besoin d'immenses données, de data, et c'est la grande différence, c'est qu'aujourd'hui, on est capable de traiter des données immenses, où il y a des aspects de diagnostic, de transaction, de tâches répétitives. Ça va être le cœur des emplois qui vont être touchés. Mais ça peut aller assez loin. Alors la création, je vais pas en parler parce que c'est Françoise qui en parlera beaucoup mieux que moi, tout le domaine de la création. Mais tu as déjà dit, on peut écrire un poème à la façon de Verlaine. Je voudrais parler de la formation. L'école. Ça a commencé, vous avez vu, il y a des élèves qui commencent, alors avec l'autorisation des profs ou sans, selon les lycées,
il y a l'université, à faire leur dissertation ou leur devoir par ChatGPT. Donc, si c'est de la compilation de données existantes déjà bien reconnues, etc., il y a eu des tests à l'aveugle, hein, avec des professeurs qui ont noté des élèves et des intelligences artificielles au niveau bac. Honnêtement, les modèles marchent très bien. Hein, donc, du coup, ça pose la question, c'est quel est le rôle qu'on veut voir l'intelligence artificielle avoir dans la formation. Il y a inversement des profs qui commencent à faire l'inverse et qui disent, avant de venir à mon cours, cherchez sur ChatGPT ou équivalent ce que je vais dire sur tel domaine, et à partir de ça, on a le débat critique. À partir de ça, on va avoir des interrogations, à partir de ça, on va imaginer d'autres scénarios possibles. C'est-à-dire que du coup, ça devient un assistant de préparation, et non pas à la fin, parce que comme tu l'as dit très fortement, ça ne crée pas d'idées nouvelles. Ça compile au mieux tout ce qui existe. Et puis aussi, on en parlera certainement tout à l'heure, il y a parfois des biais à déconstruire, parce que comme ça utilise tout ce qui existe, y compris les fake news, y compris des approches racistes, sexistes, peuvent se retrouver dans ce qui est dit. Donc il y a des professeurs qui se disent on va l'utiliser pour préparer et pour dire nous on va un cran plus loin. En tout cas, c'est une des questions qui va se poser dans l'éducation. Donc en gros, pour terminer, ce que je veux dire, c'est que les nouveaux emplois qui vont être créés, soit c'est des emplois transformés, donc qu'est-ce qu'on fait du temps libéré sur des tâches plutôt plus administratives ou plus répétitives. Comment ça peut être un outil d'aide à la décision, mais pas le processus de décision, en ayant plus de scénarios, plus d'idées, plus de données. Comment aujourd'hui, comment vont se préparer les générations qui en fait vont donner les consignes au modèle. Parce que la manière de poser la question devient essentielle. C'est un cahier des charges. Selon la manière de vous poser la question, vous n'aurez pas la même réponse. Donc l'art de poser la question dans la conversation, puisqu'on revient à la conversation avec l'IA sera essentielle. Donc oui, il y aura des emplois remplacés, oui, il y aura des emplois créés, et il y aura aussi beaucoup d'emplois augmentés, ou en tout cas transformés avec, et là si on le prend bien comme un outil, des capacités de faire des choses. C'est pour ça que je commençais par la médecine, parce que c'est un bon exemple, qui sont intéressants. Évidemment, ça pose énormément de questions sur l'aspect anthropologique, le rapport humain, c'est-à-dire que c'est un rapport purement individuel. On est déjà englué dans la notion d'écran toute la journée. Là, le virtuel et le réel vont se mélanger encore plus. Je n'ai même pas parlé évidemment de toutes les réunions. On a tous appris depuis 4 ans, 5 ans, on est en virtuel tout le temps, mais les avatars dans toutes les réunions, donc, le virtuel et le réel vont beaucoup se mélanger. Et c'est quoi la solitude, c'est quoi la solidarité, c'est quoi la coopération dans un modèle comme ça, sachant que la coopération, c'est ce qui est la source de l'innovation, et puis c'est la source du bien-être aussi. Donc ça va poser des tas de questions aussi philosophiques dans la vie en général, et dans le travail. Là, nous allons rejoindre Reza, qui est quelque part à Bakou, en Azerbaïdjan. On t'entend très bien, tu peux commencer à nous parler, et on cherche ton image, mais on entend très très bien ta voix. Il faut monter un peu le son aussi. On connaît très bien, mais l'important c'est la voix. Parlant de l'intelligence artificielle, et sur la photographie, ne pas voir l'image. J'ai entendu partie de ce que Muriel disait. Évidemment, tout ce qui est la technologie, depuis même dès le début de digital, je me suis beaucoup intéressé à tout ce qui est technologie et la photographie. Et donc, intelligence artificielle, aussi, ça fait partie de plus en plus important de ce domaine, pas seulement le domaine de photographie, mais la vie humaine
en général, vous êtes tous maintenant au courant de ce qui est en train de se passer, ce qui pourra arriver. Et dans le domaine photographie, comme beaucoup de technologies, enfin, comme on dit, comme un couteau qu'on peut utiliser aussi bien pour la cuisine, mais aussi bien pour frapper quelqu'un, c'est dans le même domaine, c'est-à-dire, d'une part, quelles sont, pour moi, l'importance et l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la photographie. La première, c'est que il y a beaucoup de tâches aujourd'hui que les photographes ils sont obligés de mener eux-mêmes ou avoir des assistants qui le font, comme le travail sur tout ce qui est Lightroom, on appelle, tous les différents logiciels d'archivage ou même retouche des photos. Quand on dit retouche, vous entendez bien que c'est pas manipulation de l'image. Une retouche, c'est quelque chose de nécessaire parce que les appareils photo, ils ne voient pas ce que l'œil de photographe il voit, et pour atteindre ce que l'œil de photographe a vu, et surtout pour, dans certains cas, par rapport à la qualité de photographie, on fait appel à certains logiciels comme Photoshop, Lightroom ou plusieurs autres qui existent. L'intelligence artificielle, certainement, va réduire ce temps et cette dépendance que les photographes ils ont. Donc ça donnera plus de temps à la créativité pour la photographe, en diminuant, en lui donnant plus de temps de voir d'autres utilisations de l'intelligence artificielle. Important, c'est que l'intelligence artificielle, il peut très bien aider dans la recherche d'images avancées, aussi bien pour le photographe, mais tous les autres gens qui ont un travail avec la photographie, ils peuvent très bien avoir aide de l'intelligence artificielle pour les recherches d'images où actuellement, même malgré Internet, ça prend beaucoup de temps. L'intelligence artificielle il pourra très bien aider dans ces domaines. Un autre domaine important qu'il peut faire, c'est l'analyse d'images. Muriel a parlé, je crois, de radiologie. Il y a plein d'autres possibilités aussi que une fois qu'il a appris des b.a.-ba de photographie en général, il pourra très bien analyser une image, il pourrait très bien détecter les défauts, il peut identifier des objets dans les images ou dans les objets de nature, et même il peut très bien aider à une reconnaissance faciale dans le domaine de photojournalisme que nous sommes, en photographiant des foules ou des gens. Il peut nous aider à trouver des gens qui se trouvent sur la photographie. Ça peut être dans une grande manif. Tout ça, c'est évidemment, comme je disais, c'est comme un couteau qui peut aussi bien dans la cuisine, aussi couper le doigt. Donc, on peut utiliser dans les deux sens en disant que oui, ça dépend de qui va être utilisé pour analyser l'image et comment le faire. En tout cas, moi j'essaie pour le moment aller dans le sens positif qui emmène l'intelligence artificielle. Ensuite, dans la formation à la photographique, il peut très bien ce que nous appelons portfolio review,
dans la photographie où beaucoup des jeunes photographes, ils veulent le voir, ils veulent montrer leurs photos, ils veulent qu'on critique leur travail. Il y a deux côtés dans cette portfolio review. Il y a ceux qui font une analyse technique du travail de photographe et après ceux qui font analyse de contenu, de l'essence de ce qu'il veut dire. Dans le premier cas, l'intelligence artificielle peut très bien maintenant faire cette analyse technique de photographie et montrer quels sont les défauts dans ce domaine. Mais dans ce qui est l'essence de l'art, certainement, on n'en est pas encore là. Je ne veux pas dire qu'on ne va pas y arriver, ou on arrivera peut-être, mais en tout cas, on est loin de cette possibilité que puisse analyser le travail d'un photographe dans la formation pour lui donner des conseils qu'un photographe professionnel de métier peut donner. Donc tout ça, ce sont je dirais même que dans le cas des photographes où ils font du travail comme mariage ou de corporate, ils photographient des institutions et autres, ça peut aussi bien aider une relation personnalisée de l'expérience du client, de comprendre quelles sont les demandes et quels sont les styles ça peut être bien pour telle ou telle clientèle. Donc tout ça, ce sont les possibilités, à mon avis, que l'intelligence artificielle, pour le moment, en général, peut donner. Il y a une autre façon aussi, qu'on a vu récemment certains photographes, ils ont créé des sujets complètement inexistants, enfin, les sujets qui existaient, mais qu'il n'y a jamais eu des photos de ça. Et certains photographes, ils ont essayé de créer des photographies comme s'il y avait un photographe. Un exemple, c'était un photographe qui a fait des photos des gens qui ont parti de Cuba en bateau, ceux qui partaient de Cuba en bateau pour arriver à Miami. Il n'y a jamais eu des photos. Et un photographe, il a imaginé, il a demandé à l'intelligence artificielle de se mettre comme un photojournaliste qui voyage dans ces bateaux et faire des photos. Je ne sais pas si vous avez vu ces photographies, sont assez pertinentes, expliquent bien, mais on sent assez vite que c'est artificiel en même temps. Je ne sais pas, est-ce que c'est tous les gens qui ont vu, ils ont vu ça, ou seulement l'œil d'un professionnel peut capter ça. En tout cas, il y a cette possibilité aussi. Ça aussi, ça peut utiliser dans les deux camps, ça veut dire d'une part des événements de passé où on n'a jamais eu d'images, quelque part de nous donner d'images, et ça, ensuite pour l'éducation, c'est très important. Utiliser ça dans les écoles, pour les enfants, de voir visuellement un événement, comme on le sait, l'importance et l'impact visuel, comment c'est. Mais de l'autre côté, le danger que moi je vois en grande, d'une part c'est manipulation d'images, c'est-à-dire que de la même façon qu'il peut aider de retoucher des photos, il peut très bien aussi créer des images truquées ou manipulées d'une façon où ça va être presque difficile pour un œil non averti de comprendre que c'est faux.
Et comme on le sait maintenant comment les réseaux sociaux ils peuvent répandre une fausse idée ou une fausse information, et le temps qu'on puisse montrer que c'était fausse, c'est déjà parti, et que comment dirais-je, nier quelque chose. Quand on le nie, ça n'a pas ça part pas dans la même vitesse sur les réseaux sociaux que la fausse information. Donc ça, c'est quelque chose d'important. D'autres problèmes de l'intelligence artificielle, ça aussi vous avez vu, c'est la création de deepfakes. Deepfakes, on arrive maintenant de créer des vidéos et des images de personnalités qui n'existent même pas, qui ne sont même pas réalisées, qui n'existent pas, mais on peut mettre ça aussi sur les visages des gens connus et raconter une histoire complètement à l'envers de ce qu'est la personne. Donc ça aussi on l'a vu, et ça dans le premier deepfake que j'ai vu il y a 4 ans jusqu'à aujourd'hui, il y a énormément de progrès, énormément. Ça veut dire dans 4 ans, on a passé à quelque chose presque difficile à comprendre. Reza, est-ce que tu as, après on va passer la parole à Françoise, est-ce que tu as encore tu voudrais conclure peut-être? Oui, négatif, vous en parlez. C'est la violation de la vie privée. Là aussi, d'autres côtés beaucoup plus techniques, c'est qu'il y a des algorithmes qui sont biaisés, qui peuvent être biaisés, qui peuvent aller dans le sens, ils ont appris donc répandre une idée plus qu'une autre. Mais évidemment, tout ça, ça amènera aussi une réduction de l'emploi dans le domaine photographie. Dans le domaine photojournalisme, moi je crois très important que dès maintenant, qu'il y aurait une comité pour créer des éthiques, pour vraiment mettre des éthiques et faire comprendre aussi bien le photojournaliste et dans le média quelles sont les éthiques d'utilisation de ce domaine. Et pour tout le monde aussi qui soit au courant. Voilà. Création de cette comité de l'éthique, pour moi, c'était la conclusion de ma discussion. Vous ne m'avez pas vu, mais je vous ai vu. On t'a aperçu. On t'a aperçu et merci beaucoup, c'était super intéressant. Merci. Je ne sais pas, est-ce que tu restes avec nous, Reza? Oui, je vais... Ok, d'accord. Alors, juste une anecdote. La semaine dernière, en 1 heure de temps, j'ai inventé une photographe américaine qui n'existe pas. Et j'ai fait un livre sur un thème qui lui existe, c'est les femmes seules, sans abri, dans les rues des capitales du monde. En 1 heure, j'avais un album photo. Je vous montrerai ça à ceux qui s'intéressent. C'est quand même assez impressionnant. Voilà. Françoise. Sur ce. Beaucoup. Oui, merci, parce qu'effectivement, moi, je vais vous parler d'un domaine où je réfléchissais pendant que j'entendais parler. Muriel, on se connaît bien, et je trouve que c'est très important tout ce qu'elle a dit. J'ai entendu ce que disait Reza, et j'étais touchée par le fait qu'il essaye d'abord de dire les apports que ça pouvait. Et en même temps, je me disais, est-ce que je vais pouvoir trouver des choses à peu près équivalentes par rapport au livre? Et j'ai pas tout à fait trouvé. Alors j'avais envie de dire plusieurs choses. Vous savez très bien que dans toute question qui est une question de crise, je veux dire, c'est la crise en idéogramme chinois, c'est à la fois l'opportunité et le danger. Donc c'est bien de dire à la fois les opportunités et de dire les dangers. Mais c'est vrai que là on va parler de ce qui nous fonde, de ce qui fait que nous sommes dans notre
diversité, on parle beaucoup de biodiversité, de cette nécessité. C'est vrai que la culture nous fonde, nous sommes culture, comme dirait Nancy Houston. Et c'est vrai que nous sommes culture, et la culture c'est nous, et donc comment est-ce que ça pourrait être remplacé? Or, effectivement, nous sommes dans un domaine de l'édition où, quelque part, il y a des percées de l'intelligence artificielle qui sont là pour des intentions que nous percevons comme en dehors de ce que sont les objectifs de la création dans le domaine littéraire. C'est-à-dire que c'est là pour des objectifs d'aller plus vite. Pierre l'a très bien dit. Voilà, un livre, le nombre d'auteurs qui font des livres sur le temps et leur temps à eux, pas le temps forcément imposé par... c'est un métier en plus de ça de l'offre, donc c'est pas, le temps n'est pas imposé par la demande mais par l'offre et la personne qui crée. Donc il y a cette question-là. Pourquoi est-ce qu'on voudrait aller plus vite? Pourquoi est-ce qu'on essaierait de créer à partir, comme vous l'aviez très bien dit, l'intelligence artificielle fonctionne à partir de ce qui existe déjà et donc ne va pas forcément sortir de son propre cadre pour créer autre chose. Or, la création, c'est le sensible. Et comment ça fonctionne avec le sensible, avec l'intention? Alors, en préparant, parce qu'on était soucieux de... D'abord, j'avais envie de dire... Pardon? Ah, c'est pas bon. Bonjour. Ça, c'est de l'intelligence artificielle, ne le ferait pas. Voilà, il y a une assemblée. Alors, c'est bon signe, c'est bon signe. En discutant tout à l'heure, on disait, mais aussi, quels sont les billets et quelle peut être l'intention. Et je racontais une petite histoire qu'on m'a conseillé de vous raconter, donc je vais vous la raconter pour vous dire que, d'une certaine façon, qu'aurait fait l'intelligence artificielle avec cette histoire-là. Et c'est une histoire que mon père racontait il y a très longtemps, donc ça date il y a plus de 40 ans. Et c'est l'histoire, c'est une histoire un peu bizarre d'une famille, le matin, le père, la mère et l'enfant. C'est le moment d'aller à l'école et c'est le père qui va amener l'enfant à l'école. Ils disent au revoir à la mère. Pour vous dire tout de suite, la chute, ce sera que vous me disiez le pourquoi de cette chute-là. Hein. Donc, le père va avec le garçon à l'école, on dit au revoir à la mère, ils sont en voiture, ils font le trajet, et puis, catastrophe, accident de voiture, gravissime, le père meurt, et les secours arrivent, l'enfant est emmené en ambulance à un hôpital le plus proche possible, il faut l'opérer d'urgence. On l'amène dans la salle d'opération, on prépare tout, et à ce moment-là, la personne qui est chargée de l'opération rentre dans la salle d'opération, voit l'enfant et dit « Je ne peux pas l'opérer, c'est mon fils. » Et la question posée, c'est explication. Qu'aurait dit Lila? Qu'aurait dit l'intelligence artificielle? Est-ce que quelqu'un a une explication comme ça? Bravo! Bravo! Vous êtes la première en 50 ans qui donne d'entrée de jeu la réponse. Et ben voilà, parce que vous êtes une personne humaine et c'est génial. Et vous faites le bonheur de ma journée. Alors tout le monde commence à élucubrer en disant mais peut-être au bout du compte le père n'était pas le père, enfin, c'est d'élaborer, on ne comprend pas. Voilà, c'est tout simplement la mère, la personne qui est chargée de l'opération. Pourquoi on prend du temps pour donner cette... Parce qu'on est formaté avec l'idée que c'est peut-être qu'un chirurgien n'est pas une femme. Et c'est ça, la question des biais et comment ils peuvent interroger. Et donc typiquement, ça ne pourrait être qu'une personne comme vous qui donne la réponse. Parce que tout à l'heure, je n'ai pas eu la réponse. Et l'IA, compte tenu de ce que c'est, aurait probablement pas su. Ou c'est impossible, ou bien voilà. Donc c'est ça. Et typiquement dans nos métiers, l'IA est une vraie question. Parce que déjà, aujourd'hui, elle est insidieuse et elle va dans les interstices. Donc, il y a la problématique, bien évidemment, immédiate. Ce qui est très intéressant dans ce que Reza dit, c'est qu'on voit bien qu'il développe les aspects positifs, tous les aspects qui sont au service et pas à la place. Ça, c'est très très important, je crois. C'est vraiment quelque chose qui doit être en permanence au service. Et donc, on peut dire, ah oui, mais c'est génial parce que c'est tellement important, et c'était le credo de la maison d'édition que j'accompagne depuis 45 ans, c'est de connaître le monde à travers les livres et à travers les traductions.
waouh, c'est génial, on va gagner du temps, on va faire des traductions par l'intelligence artificielle. Mais non, bien sûr que non, parce que la traduction, c'est aussi un acte de création. Il faut bien voir que dans tous ces métiers-là, c'est la création qui est le ferment de l'émotion et de tout. Et à propos de photos, donc j'entendais Reza et je trouvais que c'était dommage qu'on ne peut pas, avec l'ordinateur, lui montrer. Et je vous conseille vivement d'aller vous balader là, dans cette expo-là. Parce que imaginez qu'une intelligence artificielle arrive à faire ces photos. Vous n'aurez pas cette émotion. L'émotion-là, elle est bouleversante. Parce que c'est un créateur. Et parce qu'il a fait ça avec ses tripes, avec sa sensibilité. Donc c'est quand même pareil pour la traduction, où on considère, ah mais oui, mais ce serait tellement bien, l'intelligence artificielle. C'est aussi le propos dans notre métier pour la conception des couvertures. Et il y a déjà eu beaucoup de sujets là-dessus. Et donc, effectivement, ce serait tellement simple, on met le pitch du texte qu'on va publier, et on propose de sortir la couverture. Eh bien, ça, c'est un vrai problème, parce qu'il y a aussi cette question de sensibilité, de la couverture qu'on n'attend pas, etc. Donc là aussi, ça pose un problème. Mais quand même, c'est complexe, parce qu'il y a chez nous, on a un illustrateur de couverture qui a souhaité retravailler avec l'intelligence artificielle à partir d'une de ses propres couvertures. Donc tout ça, c'est des questions extrêmement complexes, et je les pose en tant que questions, hein, parce que je pense que dans la vie, on avance plus avec des questions qu'avec des certitudes. Moi, je suis très marquée par les grands physiciens du XXe siècle, dont un qui s'appelait Heisenberg et qui a dit le principe d'indétermination, le principe d'incertitude. Bon, il y a toujours quelque chose qu'on ne pourra pas savoir, comme avec le principe d'incomplétude de Gödel. Et je crois que ça nous fonde fondamentalement. Et si on n'est pas là-dedans, on perd toute la richesse. C'est Salman Rushdie qui dit que pour la littérature, par exemple, elle est le lieu même de la liberté, parce qu'elle permet à la fois de dire ça et de dire cela, et de dire cela et pas cela. Et c'est tellement important d'avoir ça. Et c'est la complexité, comme dit Edgar Morin. Donc c'est aussi une vraie question par rapport au scénario, parce qu'il y a déjà maintenant, on a des scénarios qui sont écrits dans les séries, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on va vers un monde simplifié? Et bien sûr, vous avez bien compris que pour le livre, alors là, vraiment, et la création, on se pose vraiment beaucoup de questions. Qu'éventuellement, avec l'intelligence artificielle, on fasse des recherches, quoique, en réfléchissant à cette question-là, je pense à une autrice formidable qu'on a la chance de publier, qui s'appelle Siri Husvet, qui a la chance d'avoir comme mari quelqu'un qui s'appelle Paul Auster. En général, quand vous allez sur Internet et vous cherchez Siri Husvet, on voit que c'est la femme de Paul Auster. Moi, je vous dis que Paul Auster, c'est le mari de Siri Husvet. Et elle écrit des livres absolument formidables où, avec son cerveau, mais tout en faisant des recherches sur Internet, elle mêle la psychologie, la science, la littérature, l'histoire, et elle en fait une espèce de méli-mélo qui donne lieu à des textes nouveaux, absolument extraordinaires, qui vous apportent émotion, nourriture, et qui vous permettent de poursuivre la réflexion. Et pourquoi est-ce qu'on utiliserait l'intelligence artificielle pour remplacer ça? Pour une uniformisation des contenus, pour une pensée unique, pour perdre cette incroyable richesse qui est notre possibilité de vivre, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui nous resterait si on n'avait pas cette diversité, surtout à un moment donné où la question écologique, elle est essentielle. Et à propos de la question écologique, une autre question qui émergeait dans ma tête à ce propos, c'est une fois de plus un artiste qui me l'a révélé. À Arles, pendant les rencontres photos, il y avait une exposition des lieux de stockage dans des déserts lointains dont on n'a pas existence de toutes les données. Et c'est des trucs mais monstrueux. Alors on pense que c'est dématérialisé, que c'est rien du tout, etc. Et en fait, c'est très matériel, mais on ne le voit pas, c'est à distance. Voilà, donc comment maîtriser ça et ne pas être dans une société de la financiarisation de nos métiers de création, parce que c'est à cela qu'on arrivera. Et déjà, ça arrive indépendamment de l'intelligence artificielle, et je ne peux pas m'empêcher de le dire, puisque nous sommes dans un secteur où vous n'en avez peut-être pas suffisamment entendu parler, où un seul être, qui s'appelle Vincent Bolloré, est en train d'acquérir, en tout cas aujourd'hui, il a 50% d'édition. Il a failli avoir 75%. On l'a obligé, avec heureusement la Commission européenne, de recéder une partie, mais pour autant, en France, l'édition qui est à la source de la culture, parce que beaucoup de choses partent d'un livre, hein, un scénario, tout ce dont on vient d'évoquer, eh bien, c'est à partir de livres. Eh bien, il y en a 50% de la création, aujourd'hui, est aux mains de Vincent Bolloré. Et je ne sais pas ce qu'il fera avec ces outils-là.
c'est très inquiétant, et c'est aussi pour quel type d'idée. Après, je ne veux pas rentrer sur... Moi, ça me fait très peur pour la démocratie. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est des petites réflexions qui me viennent en écoutant, c'est la chance d'intervenir en dernier. On parle de comment les choses vont évoluer, mais il y a une piste d'évolution aujourd'hui qui est absolument extraordinaire et que vous travaillez, que vous creusez, et qui est absolument incroyable. C'est qu'aujourd'hui, on parle là d'intelligence artificielle, mais il y a une nouvelle intelligence dont on prend conscience. Tu as parlé de coopération, on a parlé des arbres, c'est l'intelligence du vivant. Et tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a une intelligence à percevoir, à entendre, et parfois une intelligence qui, peut-être, est supérieure à la nôtre, et qui vient de la vache, du poulpe, de l'arbre, qui sait communiquer. Un arbre, si vous avez lu les Francis Allais, eh bien, il communique pour dire le danger qui l'atteint. Aujourd'hui, avec le malheur qui arrive aux Marocains, on parle beaucoup de ce qu'aurait pu faire l'intelligence artificielle pour prévenir un séisme de telle magnitude. Eh bien, les arbres, ils préviennent leurs copains des dangers qui pourraient arriver. Et donc, je trouve que tout ça, ça a évoqué. Et d'autre part, je suis comme Pierre d'une formation chimiste, et donc j'ai travaillé sur la messager, les questions de vaccins, etc. Et on parle beaucoup, Muriel a beaucoup évoqué l'idée que tout cela, et c'est beaucoup dans le problème climatique, et vous le voyez tous les jours, parce que ça ne progresse pas calmement, ça progresse de façon exponentielle. Et vous savez bien qu'il y a ce qu'on appelle les chocs anaphylactiques, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la réponse est tellement forte, puisqu'elle augmente exponentielle, que tout explose. Il est urgent vraiment de se poser ensemble ces questions. Et si vous êtes, je me demandais aussi comment ça se fait que vous êtes si nombreux à venir là, outre le fait que c'est un lieu culturel, c'est sans doute ça la raison, c'est pas pour nous voir nous, quand même, parce que, en tout cas, moi, si on avait cherché quelqu'un dans l'édition qui avait des compétences sur l'intelligence artificielle à travers une question posée à l'intelligence artificielle, on n'aurait certainement pas sorti mon nom. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je crois profondément de ce travail qui est fait ici, et l'importance de travailler à partir des territoires, parce que c'est là la véritable intelligence, c'est pas l'intelligence artificielle. Donc, réjouissons-nous, je vais terminer par une petite lecture, parce qu'on se refait pas, Et donc, il se fait que tous les matins, il y a une boucle, alors c'est à ça que ça sert, j'ai une boucle WhatsApp qui est envoyée par quelqu'un qui envoie un poème à tous ceux qui participent à cette boucle. Et on l'a lu ce matin, et donc j'avais envie de vous la donner comme cadeau. Voilà, pour terminer les quelques mots que j'avais envie de vous dire. Et c'est sans doute une des personnes les plus extraordinaires qui soit sur Terre, qui aujourd'hui est un jeune homme de 102 ans. Alors j'utilise quelque part les réseaux sociaux et l'intelligence artificielle pour savoir s'il va bien, parce que comme il tweete pratiquement tous les jours, s'il n'a pas tweeté aujourd'hui, je me dis « aïe, qu'est-ce qui se passe ?» Ou si je vois que son WhatsApp n'est pas allumé, je me dis « aïe ». Et je vous avoue que tous les matins, je vais regarder, donc j'utilise ça. C'est Edgar Morin. Et dans sa petite lettre de conseil aux jeunes, il dit « Je crois que l'idée de vivre poétiquement est capitale. Parce que partout la prose, les choses qui ne vous intéressent pas, que vous subissez par contrainte, vous encerclent, vous envahissent, vous parasitent. Essayez alors de lutter. Vivez poétiquement. La poésie ne doit pas seulement être une chose écrite, lue, récitée, c'est une chose qui doit être vécue. Dans toute l'histoire humaine, vous avez toujours eu le combat entre deux forces inséparables mais ennemies, Eros et Thanatos. Il faut prendre le parti d'Eros. Si vous prenez la partie d'Eros, des forces d'union, la coopération, de fraternité, d'amour, ce qui n'est pas la force de l'intelligence artificielle, vous vous sentirez bien dans votre peau, vous serez content, vous serez tonique. Rejoignez tous ceux qui ont pris le parti d'Eros, mais en ayant beaucoup de lucidité, pour ne pas vous laisser tromper par des sirènes qui vous aveugleraient. Voilà le message. Alors, dans la continuation de ce que vient de dire Françoise, je n'avais pas prévu d'en parler ce soir, mais l'occasion est rêvée. Nous réfléchissons à la Maison Laurentine à l'organisation de commandos poétiques qui vont réaliser des attentats poétiques. On va s'adresser
aux seniors disponibles. On prendra les inscriptions tout à l'heure à la sortie. L'idée, c'est de préparer des cellules d'action de seniors, et ça peut aller jusqu'à 102 ans, 110 ans, enfin pour les plus vaillants d'entre vous, pour de temps en temps arrêter la circulation et réciter des poèmes, ou investir en conseil municipal et réciter des poèmes, ou attendre la visite d'un personnage officiel et aller lui susurrer des poèmes dans l'oreille, etc., etc. Les inscriptions tout à l'heure. Alors, maintenant, je vais vous faire passer le micro. La question qui est importante, c'est comment ces modèles sont nourris. Et on sait parfaitement qu'on peut piper, truquer. On nous a bien truqué nos livres d'histoire pendant des années, n'est-ce pas? Et c'est vrai. C'est encore plus facile là. Et c'est vraiment Reza l'a parlé d'éthique, de comité d'éthique. Alors là, je crois que c'est un vaste programme. Oui, alors attendez. Soit vous parlez très fort, soit... Ouais, allez-y. Je pense qu'il faudrait, dès l'école, dès le début, apprendre aux enfants à avoir un esprit critique le plus possible. 100% d'accord. Monsieur derrière. Ça rapporte à qui? Ça rapporte à qui quoi? Aux GAFAM. Ah, ça rapporte à qui? Oui, à qui profite le crime, c'est ça la question. Alors, c'est une question qui est complexe en réalité. Enfin, la réponse est complexe, donc la question est simple. Ça rapporte avant tout aux États qui ont la puissance de calcul pour pouvoir mettre en place les IA. Donc oui, effectivement, on peut penser aux GAFAM, enfin en Chine, c'est pas que les GAFAM, mais on se un petit peu trop oublié la Chine dans l'histoire. Qui, elle, pour qui l'IA est un sujet majeur. Pour donner une idée, tout ce qu'a investi les États-Unis en matière d'IA, jusqu'à maintenant, la Chine a investi en 1 an. Tous les ans. Donc autant vous dire que ça avance très très vite. Donc à qui ça rapporte, c'est presque un sujet géopolitique à ce niveau-là. Donc c'est une arme de guerre. Exactement. De toute façon, ce que Biden a fait il n'y a pas très longtemps, à savoir interdire aux États-Unis de vendre les technologies liées à l'IA à la Chine, c'est pas pour des raisons de ChatGPT. On est d'accord. Là, on parle effectivement d'IA de combat. Et dans la même veine, Nicolas l'a dit, en Chine, ça va à toute vitesse. Le contrôle social, maintenant, des gens est extrêmement développé en Chine. Par contre, ils interdisent les réseaux sociaux occidentaux. Donc, ce que je veux dire, c'est que la guerre géopolitique, économique, mais aussi politique au sens rapport de force, très important. Bon, vous voyez bien que c'est quand même des puissances de calcul très importantes. Donc c'est pas un tout petit pays ou une toute petite entreprise qui va dominer le monde là-dessus. Aujourd'hui, c'est la course à l'échalote entre, dans le monde occidental, en gros, les GAFAM, et dans la Chine, d'autres acteurs. Mais derrière, il y a la bagarre sur les processeurs. Enfin, c'est une vraie bagarre très importante. Je voudrais revenir, moi, à l'autre question. La question, c'est, comme l'a dit Reza, il faut des comités d'éthique. Françoise a insisté sur cette dimension-là essentielle, c'est quelle régulation? Parce que si on fait rien, ça va pas s'autoréguler au bénéfice de tous. Donc, pour une fois, l'Europe est assez rapide, parce qu'elle est en ce moment, c'est au Parlement, une régulation justement sur les usages de l'intelligence artificielle. Il y a plusieurs angles. Il y a les biais, les contenus, parce que par exemple, on a vu déjà des simulations, quand on pose des questions qui peuvent avoir un aspect sexiste ou raciste, comme le modèle va récolter tout ce qu'il y a disponible, va renforcer des préjugés, des biais sexistes ou racistes, par exemple. Donc il y a une régulation qui est en train d'être votée au Parlement pour d'abord tout ce qui est haineux, violent, etc. Bon, on sait que la frontière est compliquée, mais quand même, il y aura une réglementation. Et puis par ailleurs, un sujet cher à François, c'est le sujet des droits d'auteur. Puisqu'on peut écrire à la manière d'eux, on peut écrire... demain, il y a des gens qui essaieront de vendre des photos à la manière de Reza et que ça ne sera pas Reza. Ça arrivera. Il y a déjà eu dans l'édition un exemple qui est sorti récemment. C'est une auteure qui était américaine aux États-Unis qui a découvert sur Amazon des livres écrits par elle, dans son style. Et c'était pas elle. Et heureusement qu'elle l'a repéré, parce qu'elle a dû faire sa propre régulation.
Et donc c'est vrai que la régulation, j'avais oublié d'en parler, mais elle est essentielle. Mais là aussi, il faut se battre contre les lobbies. Moi, j'ai porté la régulation de la directive des services des médias audiovisuels à l'Europe à l'époque, en 2017. Et j'avais face à moi des pays qui étaient le siège des GAFAM qui ne voulaient pas voter pour. Alors c'est vraiment la force du poignet qu'on obtient. Bon, par exemple, on a obtenu à ce moment-là une régulation qui disait que les plateformes qui diffusaient en Europe devaient avoir à minima, mais que à minima, 30% d'œuvres européennes. C'était un peu comme si on n'était vraiment pas fiers de ce qu'on on produisait en termes d'œuvres cinématographiques. Mais c'est terrible parce que ça veut dire que c'est le bulldozer des blockbusters qui va vraiment l'emporter. Et donc ça va être du nouveau, la culture unique, la pensée unique, etc. Donc la régulation, elle est indispensable. Et une régulation qui a extrêmement bien joué dans le monde du livre et qui a permis de faire que la France est le seul pays au monde qui a un réseau de lieux de rencontre que sont les librairies et de partage de sensibilité, etc. Il y a plus de 3000 vrais libraires qui comptent, c'est parce qu'il y a une régulation sur le prix unique. Tous les livres se vendent au même prix, c'est-à-dire qu'une grande surface ne peut pas faire d'un livre un produit d'appel discounté. C'est des régulations simples, mais les faire accepter, c'est loin d'être évident. Donc il faut beaucoup travailler. On voit bien dans le domaine écologique comment on veut réguler sur l'utilisation du glyphosate, etc., comme ce n'est pas simple, alors que ça tue les gens. Donc vraiment, il faut vraiment travailler là-dessus. Non, simplement, cette idée de régularisation, je crois que c'est très important. Il faut, par tous les moyens, surtout dans ce qui est médias, le journalisme, on arrive assez vite de trouver des garde-fous. Ok. Tout à fait. Oui, c'est un peu pour répondre à ce que tu disais sur les biais, et c'est un truc dont on a parlé tout à l'heure, je pense que c'est intéressant de le dire, sur ChatGPT et les biais cognitifs en fait, qui sont intégrés d'emblée dans le modèle. Et c'est très compréhensible par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la manière dont l'IA est éduquée. En fait, l'IA est éduquée sur le corpus documentaire qui existe. Tout ce que l'humanité a écrit a été utilisé, mais vraiment tout, pour le coup. Dans le monde occidental. Du monde occidental, j'allais dire, a été utilisé pour éduquer cette IA. Ce qui veut dire que tous nos biais sociétaux sont intégrés en profondeur dans l'IA. Quand je dis en profondeur, c'est que nous, un humain de base a en mémoire les, je sais pas moi, peut-être 1000 livres qu'il a lus, mais qui correspondent donc à une strate en fait finalement historique de lecture. Lui, il allait en profondeur jusqu'au fond de ce qui est possible de lire. Et donc du coup, quand on lui demande de faire en tant qu'informaticien, en fait, on lui demandait en décembre 2022 encore, parce que là, les ingénieurs d'OpenIA ont coupé les robinets très vite. Mais quand on lui demandait d'écrire un programme informatique qui prend en paramètre une personne et qui renvoie en résultat si cette personne est capable ou pas d'être un bon scientifique, l'IA renvoie un programme informatique disant si cette personne est de sexe masculin et si elle est blanc, il est blanc, c'est vrai. Sinon, c'est faux. Voilà ce que renvoyait l'IA. Parce que statistiquement, de toute façon, et on a le même problème, on en parlait tout à l'heure avec les images, les générateurs d'images, quand on lui dit génère-moi un scientifique, elle renvoie un homme blanc d'un certain âge. Si je renvoie un délinquant, voilà, un dealer de drogue, c'est forcément un noir. C'est forcé. Donc tous nos biais cognitifs, sociaux sont répercutés dans l'IA. Ce qui veut dire que si vous travaillez dans la RH, par exemple, je vous déconseille fortement de faire du tri automatisé de CD avec une IA. Le résultat va être désastreux. Ça dépend ce qu'on veut. Ça dépend ce qu'on veut, oui. Bon, j'espère qu'on ne veut pas. Oui. Mais tout ça pour dire que, en fait, une IA, il faut l'utiliser pour, une fois de plus, pour partir d'une idée. On ne va pas prendre une IA, on ne va pas faire raisonner une IA toute seule. C'est-à-dire qu'une IA, il faut faire attention à ses biais, il faut faire attention à la manière dont on l'utilise. En fait, elle a été éduquée pour répondre. Et donc, en fonction des idées qu'on va mettre en entrée, on risque d'avoir des résultats très spéciaux. Voilà, ça c'est un point qui me paraissait important de préciser. Il faut faire très attention à la manière dont on utilise une IA. Qui va faire attention? Une fois qu'on a la base de données, comment on maîtrise? Je pensais tout à l'heure en vous écoutant, on peut sortir un discours politique. Ah mais complètement. Mais j'avais fait le test. Et si on fait le test en disant c'est l'intelligence artificielle, donc c'est fiable parce que c'est scientifique,
et ça risque d'être cru plus qu'un Mais humain. je ne vous parle même pas des IA, parce que là, quand on parle de ChatGPT, on imagine qu'il n'y en a qu'une seule IA. Les IA, je peux vous en citer une dizaine actuellement, parce que les grands en ont déjà tous. Il y a le Meta de Facebook qui en a un qui a la sienne, il y a Google qui a la sienne, il y a d'autres, il y en a plein. Claude, Bard, Lama. Et maintenant, il y a toute une flopée d'IA open source qui arrive. Notamment, on se retrouve avec une IA médicale, mais qui n'a pas du tout été validée. Donc voilà, donc en gros, vous avez un médecin dans votre poche, mais ça n'a pas été validé. Oui, Isabelle. Concrètement, les grands ont tous leur modèle et on dit globalement il faut réguler, il n'y a qu'un, mais concrètement, quelle autorité au niveau mondial peut intervenir pour qu'on tienne le cap de l'éthique? J'entends votre position. Pour répondre. Déjà, au niveau de l'Europe, on peut commencer. On a réussi à mettre en place le droit voisin, par exemple, pour que les tuyaux ne diffusent pas des articles de presse tronqués gratuitement et n'importe comment sur les réseaux. Et c'est important, parce que sinon, si on ne rémunère pas, c'est tout le problème de la gratuité, ça peut être un débat même entre nous, éventuellement, mais si on ne rémunère pas les créateurs et le travail, et notamment le travail des journalistes, comment les journaux vont envoyer des journalistes sur les terrains de guerre pour faire le travail? Si on ne fait que reprendre artificiellement, systématiquement le travail des autres, c'est de l'humain qu'il est question. Alors, l'Europe, elle a un avantage et deux inconvénients. Gros avantage, c'est qu'il y a quand même un degré de prise de conscience éthique sur ce sujet qui est quand même élevé. Et aujourd'hui, je veux dire, la Commission et le Parlement travaillent à bride abattue là-dessus. On a un gros inconvénient, c'est que ça se fait en Chine et aux États-Unis. Enfin, donc, nous, on est peu producteurs. On n'est pas dans le cœur du système. Donc c'est d'autant plus important, étant 500 millions de citoyens et que c'est le niveau de vie le plus élevé du monde, de 500 millions, c'est pour ça qu'il faut aller très vite. Et là, dans les régulations qui sont en train d'être discutées, ça veut dire que si la femme, etc., ne se confortent pas aux règles, ils pourraient être interdits en Europe. Ça va être une bagarre homérique. Après, ça ne fait pas encore la régulation mondiale. Mais si nous, on n'a pas notre parole européenne, on ne sera même pas dans le débat au plan mondial. Donc c'est le début. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, je suis absolument d'accord sur la partie régulation. L'Europe a besoin de faire quelque chose, c'est clair. Alors, il y a ceci dit un biais qui est assez dangereux qu'il va falloir négocier. C'est le même problème que les agriculteurs, en fait. Donc, je pense que c'est une problématique aussi qu'on connaît tous. C'est bien beau d'imposer des choses à l'Europe ou d'imposer des choses à la France. Si on ne les impose pas partout, on va se retrouver dans un biais concurrentiel très rapidement. Moi, avec Julie, on a une application qui travaille avec de l'IA. On essaie qu'elle soit responsable et efficace. Il n'empêche que nous, on va avoir des règles imposées par l'Europe, qu'auront sûrement pas les États-Unis ou la Chine. En attendant, bon voilà, on va perdre en fait finalement en compétitivité. Donc c'est une chose aussi sur laquelle il va falloir jouer. Mais je pense qu'on peut y arriver. On peut être assez malin pour y arriver. Le vrai problème là-dedans, il n'est pas là. C'est Mark Zuckerberg qui a fait une grosse blague au monde il y a pas très longtemps, en début d'année. C'est-à-dire que lui, son modèle d'IA, il l'a rendu open source. Donc il a traduit open source, ça veut dire public. Voilà, public pour tout le monde, accessible à tous. Ce qui fait que du coup, aujourd'hui, on a des centaines de modèles d'intelligence artificielle qui fonctionnent, qui sont autonomes et qui sont notamment l'Arabie Saoudite est un des pionniers dans le domaine, éduquer cette IA pour la rendre encore plus performante. Pas le biais pour les fans. Je suis bien d'accord. Et donc du coup, au final, ces modèles-là, maintenant, ils sont chez tout le monde. Donc c'est bien gentil, l'Europe va réguler quoi? En fait, on a tous, basiquement, c'est un petit peu régulé l'énergie nucléaire, alors qu'on a tous un réacteur dans nos garages. Donc là, on tombe dans une autre problématique. Et notamment la partie mafia a très bien compris le coup, parce que eux, ils éduquent des IA pour envoyer des spams, pour faire du phishing, pour faire toutes sortes d'escroqueries. En ligne, et qui sont parfaitement efficaces. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des IA, j'en ai vu une tournée, c'est impressionnant, où on lui demande de fabriquer des virus. Voilà, et elle va faire. Elle n'est pas bridée du tout, l'IA. Donc là, qu'est-ce qu'on va réguler exactement? Marie Solange, je voulais apporter une contribution.
Oui, donc c'était une question. On parle beaucoup de régulation. Au travers de la régulation, très rapidement, on sent de façon sous-jacente presque se pointer une forme de censure de l'utilisation de tel IA par rapport à tel autre. Mais je pense que peut-être qu'il y a un champ qui serait intéressant à investir, c'est celui de la recherche universitaire, pour avoir des équipes de recherche en matière d'analyse des schémas de pensée ou des idéologies qui sont sous-jacentes aux combinaisons raisonnées de bases de données. Parce que ce travail-là est à faire. Si on arrive à dire tel IA, voilà quel est son système de pensée, son système de valeurs et qu'est-ce qu'il trimballe, on aurait déjà donné pour choisir le bon ou le mauvais IA, c'est-à-dire une instance qui ne serait pas de régulation, mais d'évaluation et d'analyse des schémas de pensée sous-jacents. Et si les universités s'y mettent pas, et je suppose que, y compris les services de recherche de la défense et autres s'y mettent, mais il faudrait y aller vraiment très très fort au niveau européen. Parce que si nous ne sommes pas de bons producteurs, on est souvent de très bons chercheurs. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup utilisés par les gamins. Oui. Gilbert, vous voulez intervenir aussi. Pardon. Gilbert, allez-y. Non, juste une petite réflexion, parce que c'est vrai que l'Europe, et nous, on l'a quand même pratiqué. C'est un lieu de régulation très très important. Mais là, aujourd'hui, ce qui se passe, ça se passe au niveau de la planète. Et ce qui se passe au niveau de la planète, c'est quelque chose qui nous atteint tous. Hein, comme disait le grand penseur Bruno Latour, il nous reste 50 ans de sol. Hein. Le sol, c'est l'habitabilité de la Terre. Et que si on n'œuvre pas tous ensemble à arrêter de travailler de façon extractive et en silo, et qu'on ne se mette pas à coopérer tous, on va totalement vers la fin du monde. Donc cette notion-là, elle est hein, du monde humain. Du monde humain, oui, de la vivabilité, je parle de l'habitabilité de la Terre. Donc c'est quand même quelque chose qui pourrait nous rassembler, et d'une certaine façon, c'est une question qu'on explore tous, chacun à notre façon, là où on est. Nous, on a créé à Arles, depuis 4 ans maintenant, des moments de rencontre qui s'appellent Agir pour le vivant, et on travaille avec des gens en Amérique latine et en Afrique. Et il y a quand même une sacrée... Vous avez bien vu les résultats là, de rassemblement en Afrique, où ils disent qu'ils vont aller tout de suite aux énergies renouvelables de façon massive. Mais il y a des penseurs qui émergent, comme Arturo Escobar, qui parlent de plurivers et de l'importance de travailler ensemble. Et la conclusion de cette semaine autour de ces questions-là, Agir pour le vivant, c'est une activiste colombienne qui, je trouve, l'a magnifiquement exprimée en disant « On va peut-être pas y arriver à tuer la bête, mais si on s'attaquait tous à réveiller la belle. » Bonjour. Il y a quelques semaines, j'ai entendu Elon Musk qui disait il faudrait mettre le développement de l'intelligence artificielle en quelque sorte sur pause. Je voulais savoir un petit peu ce que ça vous inspirait. Est-ce que vous pensez que c'est juste parce qu'il y a directement des intérêts, ou est-ce qu'il y a une part de sincérité dans son propos? Je demande. Avant de laisser nos invités répondre, vous dire que Marie-Solange a prévu pour tout à l'heure un rassemblement pour qu'on continue à se parler autour du... non virtuel. Elle vous a préparé une minestrone qui sera à retrouver à la Maison Laurentine pour ceux qui seront disponibles tout à l'heure. Elon Musk, il n'a pas investi dedans, donc il a du retard à rattraper, donc la pause l'arrangerait bien, oui. D'accord. Et allez tous voir Don't Look Up. J'ai rien compris. Don't Look Up, le film, où il est un des acteurs de ce film, d'une certaine manière. D'autres? Oui. Ouais, moi j'avais une question. Ouais. Alors, j'avais une question pour Muriel, mais après, d'autres personnes peuvent répondre. Et là, je vais sortir un peu du sujet régulation, mais partir plutôt sur le sujet sociétal, emploi. Depuis longtemps, en fait, nos civilisations ont utilisé le travail, l'emploi, comme une manière de répartir la richesse. Autrement dit, tu participes à la création de valeur à travers ton emploi et tu reçois donc une part de cette production de valeur. La robotisation et la mécanisation a éliminé énormément de travail pour les cols bleus. Je pense que l'intelligence artificielle va faire à peu près la même chose pour les cols blancs.
Donc du coup, comment on va réussir à garder un équilibre et un contrat social alors que du coup la répartition de valeur, si tu n'as plus d'emploi, comment tu fais pour revenu universel ou pas, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Réduction du temps de travail. Oui, ou réduction du temps de travail, je sais pas. Oui, c'est quelle piste? Aspects. Alors premièrement, personne n'imagine une forte réduction de l'emploi. Parce qu'il va y avoir énormément d'emplois créés, énormément d'emplois transformés et des emplois détruits. Par contre, c'est pas forcément les mêmes emplois. Est-ce qu'ils sont au même endroit, dans les mêmes pays, dans les mêmes territoires? Ça peut se discuter, parce que ça va être... On a délocalisé une partie des emplois industriels. On va pouvoir délocaliser dans le tertiaire aussi, plus facilement. Oui. Donc, il y a une question de... Mais en masse d'emplois, c'est pas l'inquiétude aujourd'hui. Par contre, il y a un troisième aspect. J'ai dit, il y a 3 vagues très importantes. Enfin, il y en a une quatrième qui est le rapport au travail qui change. Mais ça sera une autre conférence, comme on dit, un autre débat, parce que là à minuit, le minestrone, il sera à bouillie. Mais la transition écologique change les emplois et les compétences, l'intelligence artificielle, mais la démographie. En clair, les pays du Nord, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, c'est-à-dire Amérique du Nord, Europe, Russie, Chine et Japon, pour faire un gros. Je rajoute l'Australie dans le Nord pour les besoins de la conversation, vous m'excuserez, sont en perte de population et en vieillissement accéléré. Alors nous, en France, on l'a vu plus tard, puisque jusqu'à il y a assez peu, on avait un renouvellement de la population, c'est-à-dire de 2 enfants par femme en moyenne. On est maintenant à 1,7. Tous les pays dont je parle sont entre 1,2 et 1,4, et la France est en train de descendre. Donc on va les rejoindre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est en pénurie de talents dans tous ces pays. Alors nous, pareil, on l'a vu plus tard, d'abord parce qu'on avait plus de jeunes qui arrivaient sur le marché du travail, parce qu'on avait une meilleure démographie, et puis aussi parce qu'on a eu 30 ans de chômage de masse, et c'est maintenant qu'on a quand même, j'ai un peu contribué, réussi à faire baisser le chômage de masse, que beaucoup plus de gens en emploi, il y a beaucoup plus d'emplois en France qu'il n'y a jamais eu. Et c'est pareil pour les autres pays, à un moment où la démographie baisse. Donc aujourd'hui, déjà, moi, il y a 15 ans, il y avait 850 000 jeunes qui arrivaient sur le marché du travail en France chaque année. Là, on est à 730 000. Donc, en fait, la tension sur les emplois, elle va durer. Le problème n'est pas quantitatif, mais il est très profondément qualitatif. Parce que c'est pas évident. Je prends souvent l'exemple dans l'énergie, puis je vais revenir à l'IA. L'exemple de l'énergie, par exemple, en Pologne ou en Inde, 80% de l'énergie vient du charbon. Un ouvrier ou un technicien qui est dans le charbon, comment il devient technicien de maintenance nucléaire ou d'énergie renouvelable, et c'est même pas dans les mêmes régions que ça se passe. Donc le sujet qualitatif, et donc apprendre toute sa vie, se reconvertir toute sa vie, et si possible que ce soit un choix et non pas subi, va être essentiel. Et comme les jobs eux-mêmes vont changer, je vais vous donner un exemple. Singapour est toujours assez en avance sur le sujet de formation et d'éducation. Le Premier ministre de Singapour, il y a quelques mois, a annoncé que compte tenu de toutes les mutations du travail qui allaient arriver, en moyenne, chaque personne qui travaille, chaque salarié ou indépendant, devrait se former désormais 120 jours par an. C'est la taille du sujet des compétences. Donc, alors, ça ne veut pas dire que ça va être 120 jours, parce que du coup, on va utiliser, y compris d'ailleurs l'IA, pour apprendre à apprendre et faire des organisations apprenantes tout le temps. Mais le défi d'apprendre, de se reconvertir, va être gigantesque. Et donc, ça, le sujet est qualitatif. Et puis, dans le sud, c'est l'inverse. Population très jeune, espérance de vie qui augmente, et aujourd'hui, un Africain sur 2 a moins de 20 ans. Quand tout le reste... Bon. Vous imaginez les poussées migratoires et comment ils vont faire pour l'éducation à cette échelle-là. Et donc la population d'Afrique est en train d'augmenter énormément. En Amérique latine, ça augmente aussi. En Asie du Sud-Est aussi. Donc il va y avoir des mutations un peu tectoniques sur ces sujets-là. Le sujet est moins quantitatif. C'est un peu le romantisme français. Un jour on travaillera plus. Ok, ça fait 100 ans qu'on écrit ça. C'est toujours faux. Et en plus on travaille de façon plutôt plus productive et plus intensive, donc même trop, et plus longtemps. Donc voilà. Donc moi je ne crois pas du tout au débat de la fin du travail, mais je crois vraiment en l'utilisation du travail. Et le sujet c'est comment on ne subit pas, mais on peut choisir, et on peut choisir tout au long de sa vie, sachant que le rapport au travail a changé, qu'il faut en tenir compte. Mais je crois beaucoup plus au gros sujet des compétences.
les grandes entreprises responsables socialement, elles commencent à réfléchir comment elles vont faire de la reconversion interne sur des métiers complètement différents, mais on peut apprendre, et il y a une forte appétence à apprendre. Et moi, voilà, ce que je crains plus, c'est que les entreprises ne vont pas trouver les compétences dont elles ont besoin demain pour la transition écologique et l'IA, les applications de l'IA, pendant qu'en même temps, il y a plein de gens qui n'ont plus de travail. C'est ça qui serait dramatique. Donc le sujet, c'est comment on anticipe suffisamment. On ne s'est pas anticipé il y a 20 ans. Enfin, à 3-5 ans, on s'est anticipé la montée en compétences. Comment on fait ça pour que ça soit en gros une chance pour tous et non pas la société qui se redivise en deux entre ceux qui vont pouvoir caler devant tous ces changements et ceux qui vont être laissés pour compte. C'est ça le grand enjeu. Mais il est beaucoup plus qualitatif et compétence pour moi que quantitatif. Après, pour d'autres raisons, il faut changer le travail, les rythmes de travail, les équilibres vie professionnelle, mais ça c'est la 4e vague dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Et il est stoppé parce qu'il n'a pas investi. J'ai une question en lien avec la question de la régulation, notamment en Europe, où par les démocraties, plus générales. Mais est-ce qu'on est aussi dans un moment où on invoque l'erreur humaine dans des processus qui sont très automatisés pour chercher la cause de tel ou tel accident, notamment dans le secteur aérien, où les vols sont très automatisés. Il y a l'accident célèbre du vol Rio, mais il y a d'autres aspects. On parle aussi beaucoup de judiciarisation des activités humaines ou des professions qui n'y étaient pas confrontées jusqu'à maintenant. Et vous parliez du domaine médical où l'intelligence artificielle amène une aide forte à la décision. Et où on pourrait imaginer que finalement, plutôt que de risquer la mauvaise décision, on la confie à ce modèle d'intelligence artificielle. J'avais cru comprendre qu'en matière de détection de cancer dermato, en règle générale, quand on confronte des dermatologues à l'intelligence artificielle, dans la grande majorité des cas, c'est l'intelligence artificielle qui est la plus performante. Donc, bon, j'avais lu ça, c'est peut-être pas juste, mais quoi qu'il en soit, ce que je voulais dire, c'est qu'à un moment donné, dans les démocraties, quand on est face à un monde peut-être plus complexe, où la décision politique, manifestement, on parle beaucoup du en même temps, où on ne sait plus si c'est un choix vraiment politique ou une absence de capacité de choisir, est-ce que, justement, les démocraties ne sont pas plus fragiles et ne risquent-elles pas, justement en matière de régulation, finalement de s'abriter derrière ce qui semblerait peut-être plus performant qu'une décision parlementaire ou démocratique, en confiant le soin de la décision à un modèle qu'on aurait peut-être éventuellement fait en sorte qu'il ne soit pas biaisé, ou pas mal intentionnellement biaisé, on va dire, et du coup se réfugier derrière ce modèle-là, en lieu et place de confier la décision politique au peuple par le biais de sa représentation. Merci. Pas uniquement. Sachant que cette question-là ne se pose pas à un pays comme la Chine qui, lui, ne s'embarrasse pas avec cette interrogation, enfin, le gouvernement. Par le biais de sa représentation, avec les citoyens. Je crois que toutes ces questions-là, oui, mais par le biais de la représentation. Je pense que pour toutes ces questions-là, il serait intéressant de repenser la démocratie comme la démocratie athénienne, où les citoyens reprennent un rôle important à côté de la représentation. Et typiquement, quand je vous vois là tous ce soir, je trouve que c'est vraiment plein d'espérance sur la capacité, enfin, les questions, les débats qu'on a, sur la capacité que les citoyens peuvent porter auprès des gouvernements qui sont parfois enfermés dans leur système de fonctionnement, etc. Donc, on en sait quelque chose. Peut-être une dernière question, si vous voulez bien. C'est juste pour prolonger ce qu'il vient de dire et ce que Mme Lyssen vient de répondre. C'est qu'à Athènes, un citoyen contrôlait, qui était un homme, certes, bien sûr. Un homme libre. Non, mais c'est pas le Et une élite. À Athènes, un citoyen pouvait maîtriser toutes les questions qui se posaient à la cité. Il avait l'essentiel des outils pour juger, se forger une opinion. Or, depuis 2500 ans,
comme vous dites, l'acquisition des connaissances va à une vitesse absolument démente. Et aujourd'hui, le citoyen lambda, et même des gens qui sont très éduqués, souvent ils sont très éduqués dans un domaine d'expertise particulier, mais le reste, etc., n'ont de moins en moins les outils intellectuels pour comprendre les enjeux et donc se faire une opinion et choisir un gouvernement. Donc effectivement, ce problème du remplacement du gouvernement des hommes par l'administration des choses, par un Big Brother de l'intelligence artificielle est quelque chose de... Et derrière ça, j'ai l'impression qu'il y a quand même l'idée que l'idée de l'IA, c'est un peu Dieu, je veux dire, quelque part, qui sait tout, qui voit tout, et je pense qu'un problème qui se posait... Enfin, les Athéniens, par exemple, le plus grand péché, c'était le péché de bris, c'était de vouloir prendre la place des dieux. Eh bien, je pense qu'il faut qu'on soit très prudent là-dessus. Cette question est toujours actuelle, il faut toujours traiter. Je suis d'accord avec ce que vous dites tous les deux. Les dangers, pour d'autres raisons qu'il y a, la démocratie aujourd'hui diminue dans le monde géopolitique. Et je trouve que, dans le même sens que ce que disait François, c'est justement le moment d'avoir des débats citoyens et de réfléchir sur c'est quoi la démocratie demain, compte tenu de ces enjeux qui vont quand même bouleverser. La démocratie telle qu'on la pratique, déjà imparfaite, elle va être très très bousculée par tout ça. Parce que je ne parle pas des manipulations, des sondages, des trucs, des machins. Enfin bon, même des élections, on l'a vu aux États-Unis, plus grande démocratie de France. Il n'y a pas eu de manipulation, mais il y a eu accusation de manipulation. Il y a eu manipulation de l'information pour faire croire qu'il y avait une manipulation du vote, et à la fin, c'est un vrai danger. Donc, je trouve que, du coup, il y a un enjeu éthique, mais il y a un enjeu démocratique de réfléchir, du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour la démocratie, en risque, en opportunité, et qu'est-ce qu'on invente, parce que ça dépend de nous, collectivement, qu'est-ce qu'on invente pour apprivoiser tout ça, ensemble. Le mot ensemble étant le plus important. Dernière intervention, peut-être cumulée, Reza, Rachel, c'est ça? Non, en fait, c'était sur la question précédente de l'organisation de l'emploi, et Reza disait, il me dit d'envoyer ce message en disant, en fait, il faudrait en France imaginer une semaine de travail de 4 jours et un jour consacré à la formation, le 5e. Ouais. Et ce qui permettrait, en tout cas d'un point de vue pragmatique, de relier ce que tu disais sur la formation et en même temps de diminuer le temps de travail. Enfin voilà. Ça c'est l'intervention de Reza. Bien, merci de vous joindre à moi pour remercier Reza à Bakou, Nicolas à Shanghai, nos 3 intervenants ici avec nous à Châteauvillain. Merci d'avoir participé à cette petite réunion. Il y en aura bien d'autres à venir dans le programme, évidemment. On vous prépare toute une série de moments de rencontres. Je ne vais pas en parler maintenant parce que ça serait un peu long. Et la minestrone de Marie-Solange est à point. 15 rue du Moulin, à Aude-Pierre-sur-Aude. Merci à tous.